Salut tout le monde, vidéo pour parler de la BD Soda, qui est donc une série publiée chez Dupuis depuis 1986 et qui a repris dernièrement, avec un nouveau scénariste et tout, vu que Tom est décédé entre temps. Et c'est donc une BD qui a été créée par Tom et Waro. Et du coup, Waro qui a dessiné les deux premiers albums, c'est celui qui a créé le chara-design de Soda, c'est celui qui a installé la direction artistique aussi de la série et tout ça. Et à partir du troisième album, ça a été repris par Gazzotti, qui est donc connu aussi pour être le dessinateur de la série seul. Et Soda, voilà, pour moi c'est une BD assez particulière, c'est vraiment une série que j'adore. Et donc pour ceux qui connaissent pas du tout le pitch de base, je vais vous lire simplement la quatrième de couverture, qui revient derrière chacun des albums. On m'appelle Soda, mais mon vrai nom c'est Solomon, David Elliott Annette Solomon. Si elle savait, ma mère, vous dirait sans doute que je suis policier. Mais à New York, il n'y a pas de policiers, juste des flics. De toute façon, elle ne sait pas, ça l'inquiéterait. Elle m'a toujours cru pasteur. Depuis l'an dernier, elle habite chez moi. Elle ne sort jamais, elle ne lit pas les journaux qui sont pleins de violence. C'est pas plus mal, les types que j'arrête sont parfois un peu morts. Et du coup, ce que dit aussi cette quatrième de couverture, c'est que Soda, avec son méga calibre et tout ça, il s'inscrit dans cette idée du flic cowboy à la Dirty Harry. Et ça, c'est pas un truc que je vais trop développer. Je vous renvoie vers cette vidéo de cinéma et politique si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus sur ce sujet-là. La vidéo est vraiment super cool. Mais voilà, une des particularités de Soda que j'ai lu en bonne partie quand j'étais enfant, c'est que même si c'est une BD publiée chez Dupuis et même dans le Spirou Magazine, elle avait quand même une espèce d'aura de BD pour adultes et donc un peu de BD interdite à lire. Parce que quand on est enfant, on peut faire une sorte de division binaire entre lecture pour adultes et lecture pour enfants. Et donc dans les BD pour adultes, il y a aussi bien du Razer, du Vumain que du Comes, et donc des choses qui vont vraiment se démarquer à ce que toi tu peux retrouver dans du Jojo, du Astérix, du Tunique Bleu. Et que Soda, sans être pour autant justement une BD très adolescente à la Lanfeust, c'est plutôt une BD vraiment très hybride, qui se situe pile poil dans cet entre-deux à plein de niveaux différents, et qui est presque une première porte d'entrée vers justement de la BD plus adulte, que ce soit en termes de thématiques, de représentation de la violence, des histoires racontées, d'une certaine complexité aussi, du récit, tout en restant une BD Dupuis dans ce bon vieux format ACC couleur quoi. Et donc de quelque chose de très familier quand tu lis de la BD franco-belge. Donc du coup même dans le dessin, on est dans cette espèce de continuité, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, pour forcer le trait en étant très résumé, très réduit, il y a le dessin de Franquin et puis il y a le dessin de Jory, qui lui continue cette filiation-là, mais en y insérant davantage l'idée de réalisme, de la représentation des corps, de la représentation du décor et tout ça. Et que plus tu avances de la série Soda, plus Gazzotti pousse encore plus loin cette idée-là vers le semi-réalisme, vers le réalisme, tout en gardant évidemment cet héritage à la Franquin, mais donc ce durcissement de dessin va également aller de pair et s'accorder avec un durcissement de ton général dans la série Soda. Plus on avance dans la série, plus ça va être sombre, plus ça va être sérieux. Mais de toute façon, c'est au-delà de la série Soda, vu que dans la série seule, le dessin va être un peu moins sombre, c'est-à-dire en termes d'ambiance, il va pas y avoir autant d'ombre noire ou des choses comme ça, mais le trait va rester dans quelque chose d'assez rigide par rapport à ce qu'il a pu avoir dans la série Soda à ses débuts. Et que dans cet aspect du dessin de Gazzotti qu'il a à présent, il y a une espèce de presque stade final, entre guillemets, de parcours d'un dessinateur, je trouve. Ça donne l'impression en tout cas, où il y a quelque chose qui va plus se figer aussi bien dans le trait que dans l'évolution en soi du dessin. Et que là, l'album dont je vais parler spécifiquement dans cette vidéo, Lève-toi et meurs, c'est un album plus ancien, et ce qui fait que moi je trouve qu'on est vraiment ici dans le sweet spot que moi j'aime bien, où moi j'y vois une sorte d'équilibre entre laisser aller du dessin entre guillemets, et quelque chose d'extrêmement maîtrisé. Et que ça c'est un type de parcours qu'on retrouve chez beaucoup de dessinateurs, hein. Plus ils vont avancer, plus ils vont avoir un dessin qui va se figer et se spécialiser entre guillemets, où il semble ressortir une espèce de marge d'improvisation qui se réduit de plus en plus, de souplesse, de largesse, presque d'approximation un peu, même si c'est pas vraiment le bon terme, qu'on en vient presque à avoir, je pense, une sorte de trop grande conscientisation de son propre dessin, et que bref, en général, que ce soit avec Uderzo, Bill Watterson, ou des dessinateurs comme ça, des grands dessinateurs, je trouve que le moment de leur carrière où ils ont le dessin qui a le plus de charme, c'est avant justement d'arriver à cette évolution de dessin plus figé, plus fini, et que donc pour moi le summum de leur dessin est vraiment à mi-parcours dans leur carrière quoi. Mais de toute façon en vérité chaque type de dessin a ses bons et ses moins bons côtés. Et qu'en plus dans le cas de Soda, comme je l'ai dit, ça accompagne l'évolution également du propos narratif, donc c'est vraiment cool, d'autant plus dans ce contexte. Et de toute façon on peut pas reprocher à un dessinateur, à une dessinatrice d'avoir un dessin qui change au fur et à mesure du temps, déjà parce que dessiner de la bande dessinée c'est mettre à l'épreuve son dessin d'une manière assez particulière, et puis c'est pas quelque chose qu'un dessinateur peut vraiment totalement contrôler l'évolution de son dessin. Et en plus ce que je viens de décrire c'est un parcours type de certains
certains dessinateurs, mais un autre parcours type qui lui est beaucoup moins enviable, c'est d'avoir un dessin qui va s'abîmer, justement il va trop se relâcher dû à la mise à l'épreuve de la répétition qu'induit le dessin de bande dessinée, et que donc dans cette idée de trop conscientiser son dessin, ici au contraire d'amener une rigidité, ça va amener un relâchement à cause d'une trop grande habitude de redessiner toujours en partie la même chose. Enfin bon, bref, pour revenir à Soda, un truc marrant dans tout cet héritage de BD franco-belge classique, c'est que ça se retrouve également dans la manière dont Soda est raconté. Comme un album d'Astérix ou quoi, en fait, chaque album est quand même prévu pour pouvoir être lu individuellement, et donc pas du tout dans l'ordre, ce qui s'inscrit donc dans cette logique aussi d'être publié dans un magazine de prépublication, et donc de pouvoir commencer une série à son 5e album si jamais tu atterris à ce moment-là, quoi. Et donc par exemple pour ça, dans chaque album, au-delà de la 4e de couverture, au sein de chaque histoire, on va à chaque fois te réexpliquer d'une manière ou d'une autre le pitch de base de la série, qui est donc ce flic qui se fait passer pour un pasteur auprès de sa mère. Et aussi, forcément, on retrouve le format classique de la BD franco-belge, et notamment le fait d'avoir une histoire hyper condensée, racontée en seulement 46 pages à 4. Et ça, à chaque fois, vraiment, c'est des prouesses, je trouve, de la part des scénaristes, de réussir à faire tenir aussi bien leur histoire dans quelque chose qui te laisse aussi peu de marge de manœuvre, aussi peu de souplesse, quoi. Et du coup, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est reparcourir l'album 7 de Soda, donc Lève-toi et meurs. Et j'ai pas mal hésité sur quel album j'allais partir pour parler de la série. Mais du coup, voilà, je suis parti sur celui-ci. Je expliquerai pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude sur ma chaîne, c'est une analyse de mise en scène, de découpage. Du coup, je sais pas si ça a été fait par Tom ou par Gazzotti ou par les deux, la mise en page, le découpage. Je sais pas de quelle manière Tom scénarisait ses albums pour ses dessinateurs. Et en plus, comme d'habitude, c'est pas indiqué au sein de l'album qui a fait quoi exactement. Donc voilà, le découpage, je vais partir du principe un peu, c'est les deux qui l'ont fait et puis voilà. Du coup, l'album, on voit qu'il commence avec ces encadrés mauves assez classiques de Soda qui ont commencé à être introduit dans le tome 4, mais à ce moment-là, il n'était pas encore tout à fait établi parce qu'il n'avait pas encore exactement cette couleur mauve, et en plus, il représentait à ce moment-là un narrateur extérieur neutre, tandis qu'à partir du tome 5, il y a la bonne couleur, et en plus, ça va à chaque fois représenter à présent la parole de Soda. Et j'aime vraiment bien ces encadrés parce qu'ils viennent encore donner du caractère à la série, la renforcer dans sa personnalité visuelle, quoi, avec ce mauve qui est donc utilisé et qui fait écho au mauve de la tenue de pasteur de Soda. Et du coup, voilà, le mauve, c'est comme pour Milka ou Twitch, c'est une couleur qui est pas si fréquente que ça, et que donc elle peut facilement porter quelque chose de fort et très personnalisé dans un contexte particulier. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce tome 7, c'est que ce monologue va être exceptionnellement fait par un autre personnage, par Danny, qui est donc ici l'antagoniste du récit, et que c'est un personnage qui va beaucoup s'identifier à Soda, parce que comme Soda, c'est quelqu'un qui porte un masque et qui est dans le déguisement, dans le paraître, etc. Et donc il y a une espèce de double vie, de double identité. Et donc il va y avoir un parallèle entre ces deux personnages qui va être fait. Et donc ici, le fait qu'il va se réapproprier les encadrés narratifs de Soda va déjà dans ce sens-là. Et plus le fait qu'ainsi, on va lui donner une place de narrateur extérieur, et donc de quelqu'un qui a une situation de surplomb, parce que pendant tout l'album, il va un peu jouer ce rôle de marionnettiste, de manipulateur, qui va donc être dans une idée de contrôle de la narration, de contrôle des événements. Et que du coup, quand il y a ces encadrés narratifs, même quand il est pas là, il est présent en quelque sorte, et donc ça lui confère une espèce d'omniscience et d'ubiquité, et donc encore une fois dans la position de quelqu'un qui est tout puissant, et qui même quand il est pas là, il est occupé de t'observer et de te manipuler. Et du coup cet album il est d'abord introduit par une longue case horizontale qui prend toute la largeur d'un strip, qui est donc un moyen de nous faire entrer d'un seul coup pleinement dans l'album, dans la page, en prenant toute sa largeur, tout en ne prenant pas non plus trop de place de la page, parce que encore une fois c'est un récit avec juste une quarantaine de pages, donc il faut y aller à l'économie aussi, et donc ça nous montre un panorama de New York très typique, en tout cas avant l'attentat du 11 septembre. L'album date de 1995 pour info. Et puis après on continue cette narration aussi bien dans la case que dans le format des cases en montrant cette case horizontale qui s'agrandit et on nous fait entrer davantage de la ville. Et après on nous montre cet agencement de 3 cases qui est assez particulier et assez visible, on va dire, qui ressort dans la page. On continue de montrer un panorama avec le jour qui continue de se décroître et la nuit qui commence à tomber. Et ensuite on tourne la page, on continue avec le monologue et comme seul texte dans les cases, les publicités. Et on reprend la même mise en page introduite par un long strip horizontal suivi de cet agencement de 3 cases très caractéristiques qui est donc là pour marquer, pour être vu. Et donc on continue de montrer plus en détail encore la ville de New York, ses habitants, son quotidien, avec la nuit qui est cette fois aussi complètement tombée. Et donc voilà, aussi bien par les scènes qui sont montrées que par le monologue dans l'encadré mauve
et que par l'agencement des cases, on nous montre ici le fait qu'on est toujours dans cette même scène, dans cette même séquence narrative qui est donc l'introduction introduite aux premières pages, qui va donc être interrompue à la fin de cette page-ci, avec le fait que tout à la fin de la page, on va nous mettre un agencement de cases beaucoup plus classique avec un strip diviseur de cases qui va faire le focus sur Soda à la fin, ce qui montre aussi donc la fin de cette séquence où on va balayer la ville jusqu'au moment où Danny va trouver la personne qu'il cherche, c'est-à-dire Soda. Et donc voilà, c'est une manière d'agencer sa mise en page en la faisant répéter, ça montre l'installation d'une routine, d'une séquence narrative bien précise jusqu'au moment de son interruption qui marque la fin de cette séquence pour ici nous faire passer de l'introduction à l'entrée plus concrète de le récit. Et donc via une mise en page qui redevient plus classique. Et on voit aussi que le monologue de Danny commençait par une phrase très courte pour après être plus bavarde et reterminer sur une phrase très courte, ce qui est aussi un moyen de ponctuer ce monologue en lui donnant une logique d'introduction et de conclusion aussi à lui tout seul en soi. Et je vais vous lire le monologue de Danny parce que je pense que c'est intéressant de le réciter pour un peu mieux comprendre. Je suis une ordure. Je pourrais préciser une franche ordure pour conférer à cet aveu un peu cru le vernis d'une nuance littéraire. Mais franc n'est pas le mot qui me caractérise le plus. Belle ordure conviendrait sans doute davantage car j'ai la chance de jouir d'un physique agréable. Mais non, finalement, ce qui me va le mieux, c'est ordure, tout simplement. Et pourtant on m'aime. Je sais jouer la comédie, le monde où je vis vénère mes frères de mensonges. Je suis comme eux, de la race des princes de l'apparence, un monsieur propre de la manip. Observez-le. Sur toutes les affiches à la télé, l'air concerné en lisant le prompteur, le cerveau broché sur l'audimat et ma carrière, comme dans les films qui vous font rêver, seul ou en famille, c'est moi. Sous les flashs ou derrière une forêt de micros, défendant ailleurs les démocraties et ici la liberté de mourir d'une balle perdue dans un ghetto, c'est toujours moi. Avec le sourire confiant et la parole qui émeut, efficace et rassurant, je suis l'ami qui vous trahira et que vous remercierez. Regardez cet homme qui arrive, c'est ma prochaine victime. Et donc voilà aussi dans ce monologue, on sent la volonté de Tom de vouloir installer une ambiance plus polar, plus littéraire aussi, ce qui était donc déjà une volonté qui était mise dans le second album de Soda, Lettre à Satan, qui est un album qui se démarque vraiment très fort du reste de la série. Et du coup, voilà, ce monologue, on le comprend, il est mis en corrélation avec les images qui sont montrées, des pubs, dont certains visages font déjà extrêmement penser à celui de Danny, en fait. Mais du coup aussi, avec la toute première image, celle de la Statue de la Liberté, avec une lecture sur l'hypocrisie, le mensonge que représente ce monument, avec le fait aussi que c'est une statue et donc qu'elle porte une sorte de masque, comme le fait Danny, avec son visage faussement souriant, aussi avec les yeux fermés, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, ici, les auteurs utilisent également le côté impersonnel des encadrés narratifs, qui donc n'ont pas par exemple de petites flèches ou de queues, de bulles qui sont reliées à un personnage précis, donc il y a quelque chose de plus indirect qui donc peut rattacher par exemple la parole « Je suis une ordure » à la Statue de la Liberté, de l'ami qui vous trahira et que vous remercierez à la publicité pour les cigarettes et des choses comme ça. Et en plus, comme c'est un encadré narratif qui a normalement toujours été affilié à Soda, et le lecteur qui découvre cet album au départ, il peut peut-être être un peu confus et se dire tiens, qui est occupé de parler à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment Soda? Et donc voilà, ça c'est tirer un avantage du fait qu'il n'y a pas de voix affiliée dans les bandes dessinées. En tout cas, quand on évite des trucs comme donner une typo précise à un personnage ou des choses comme ça. Du coup, ici on arrive sur Soda avec son coéquipier Benvenuto. Et c'est un personnage qui va être représenté comme très installé dans le quotidien de Soda, dans son commissariat, etc. Alors que c'est nous, le lecteur, c'est la première fois qu'on le voit. Donc c'est un personnage qui a un peu été inventé de toutes pièces pour le bousiller et créer du drame dans la même BD où il a été introduit, quoi. Où les auteurs semblent vouloir créer un fort capital sympathique très rapidement sur le personnage, et aussi peut-être le mettre dans une espèce d'opposition par rapport à Danny, vu que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très sincère, très loin des faux-semblants, et qu'on peut le lire très facilement en fait. Mais que c'est dit que même si on peut avoir tendance à le sous-estimer dû au fait de sa corpulence, dû au fait qu'il est très gros, que malgré les apparences, c'est un flic efficace, et que donc justement là les préjugés que l'on va apposer sur quelqu'un ne sont pas vrais, contrairement à Danny qui lui construit de toutes pièces sa personnalité sur des préjugés et qu'il va jouer avec pour tromper les gens. Et que du coup juste après le monologue de Danny revient, et c'est intéressant parce qu'à ce moment là on n'a toujours pas montré le visage du personnage, même si on l'a montré d'une certaine façon via les affiches de pub. Donc c'est intéressant comme manière d'introduire le physique de l'antagoniste comme quelque chose de désincarné à la fois par les encadrés narratifs et par le fait qu'il est la représentation même d'une publicité. Et du coup dans ce nouveau monologue, en gros il dit que ça fait des semaines qu'il observe Soda et son équipier, que donc il a appris à connaître sa routine, son quotidien, ce qu'il dit, etc. Et donc justement il parle de routine, et juste après on voit une des scènes les plus typiques de la série qui se répète à travers tous les épisodes, avec Soda qui se déshabille dans l'ascenseur parce qu'il habite genre au 23e étage, ou quand il sort de chez lui le matin, il part en pasteur, dans l'ascenseur il s'habille en flic, et quand il revient chez lui, il enlève sa tenue de flic pour devenir un pasteur devant sa mère. Et donc ça c'est un truc que l'auteur va pouvoir utiliser dans beaucoup d'épisodes, où l'ascenseur ça va être un enjeu scénaristique, un enjeu de tension, genre l'ascenseur qui peut être en panne, quelqu'un qui débarque de l'ascenseur alors que Soda est occupé de se déshabiller,
zigzaguer, etc., etc. Et ici, je trouve ça intéressant au niveau de la mise en scène des encadrés narratifs. C'est que donc sur le strip du milieu, on voit que ça commence en haut et que le strip se termine avec l'encadré qui est situé en bas. Et puis c'est de nouveau la même chose pour le dernier strip. Le fait d'utiliser cet encadré narratif en bas que pour terminer un strip et maintenant la page, c'est assez malin en termes de direction de regard, etc. Parce que l'utiliser plus tôt, ça nous ferait zigzaguer éventuellement entre les encadrés narratifs, tandis qu'ici, on nous montre d'abord une routine de montrer en haut, et puis tac, à la fin, on nous fait descendre en bas, et donc dans l'espace qui se situe également à la fin de lecture de la case de la page, en l'occurrence ici. Tout ça dans cette idée aussi un peu de panel flow que le texte va capter notre œil d'une autre manière que le dessin, et que donc le texte est un point de repère, un incitateur fort dans le trajet de lecture pour guider le lecteur à travers ces cases. Et notamment du fait que le texte, on va y rester un certain temps, c'est-à-dire le temps de le lire, tandis que le dessin, il peut être déchiffré presque instantanément. Et du coup, le lieu où se situe le texte dans une case, dans une page, va davantage nous marquer dans les endroits où il nous déplace et dans les instants, les moments, les longueurs pendant lesquelles on est dans la page. Et puis du coup, Soda arrive chez lui, et donc on retrouve le fameux personnage de la mer, avec son Kara design des enfers, mais qui fonctionne super bien pour ce qu'elle est, le design de la mer est génial. Et donc voilà, c'est cette petite vieille qui vivait dans une petite ville reculée, qui à présent est à New York, qui donc vit reclus chez elle. Très préservée, mise de côté même on peut dire, sur les aspects plus sombres de la vie. Et donc elle a un côté naïf par rapport à certaines réalités on va dire. Là où Soda est plus cynique, plus désabusé. Et du coup forcément c'est une relation qui peut-être équilibre Soda d'une certaine manière, mais qui peut poser aussi des soucis lors de moments de tension. Et notamment dans cet album où il y a une prime qui est mise sur la tête de la mère de Soda, et donc il doit la garder dans son petit monde de bonbons rose tout en la préservant de tueurs à gages. C'est assez marrant. Et donc Soda, même s'il fait ça pour la préserver, et notamment à cause de sa santé fragile, il est aussi responsable de la maintenir dans cet état de connaissance du monde, quoi. Et donc là, sur cette double page, on retrouve une division assez classique de la bande dessinée, le fait d'utiliser des pages en vis-à-vis pour différencier deux séquences narratives différentes. Donc à gauche, on voit que c'est Soda qui rentre chez lui, et à droite, on est de nouveau de la rue, avec de nouveau des encadrés narratifs qui réintroduisent la page. Et donc ça permet à la fois de créer un lien en créant une sorte de transition naturelle grâce au vis-à-vis des pages, et donc répartis sur un même espace visible, tout en les séparant bien pour accentuer la différence entre les deux moments de narration. Et là, il y a un truc que j'aime bien, c'est donc Benvenuto, qui donc pousse la chaussonnette tout en se préparant à manger. Et sur cette case, il est occupé de siffler tout en aspirant du jus dans sa paille. Et donc il fait deux actions complètement opposées l'une à l'autre par rapport à sa bouche. Et moi qui adore déjà à la base de voir des personnages boire tout en parlant dans les BD, ce qui est donc quand même assez courant, ici on a vraiment un exemple qui va tendre extrêmement la crédibilité de cette action, on va dire, qu'on accepte pourtant déjà assez bien de manière générale dans les BD. Bon, on accepte beaucoup d'aberrations en termes de représentation de la bouche, la parole, etc. Mais ici c'est vraiment super marrant la manière dont ça a été fait. Et d'ailleurs c'est aussi pour renforcer le propos du personnage, de nous le rendre directement très sympathique, comme quelqu'un de sans filtre, etc. Comme quelqu'un qui ne fait pas semblant, et donc mis en opposition par rapport à Danny, dont le chara design a été pensé comme un personnage portant un masque. Et ça c'est vraiment intéressant. Si vous avez lu Bleach, c'est très proche du concept de Jin Ichimaru, où c'est un personnage qui va sembler avoir une sorte de masque constamment. Jin c'est moins extrême que pour Danny, parce que Jin il va quand même ouvrir la bouche quand il parle, mais il semble avoir vraiment que deux expressions différentes, et cette idée de visage de masque est en plus renforcée par le fait que c'est une BD, et donc même s'il est occupé de parler, on ne le voit pas occupé de remuer les lèvres, et donc il garde cette expression très figée. Et donc de montrer des personnages qui sont beaucoup dans le contrôle de soi, et on ne sait pas trop s'ils cachent bien leurs émotions ou s'ils n'en ressortent pas beaucoup, quoi. Et donc ça rejoint tout le discours qu'il y avait en introduction par rapport aux publicités, etc. Et donc le fait de jouer un rôle. Et donc le fait de lui avoir donné ce chara design vraiment bien permis par le dessin, d'une part, du fait que c'est un personnage qui voit avec les yeux fermés, mais aussi par la BD, parce que c'est un personnage qui parle beaucoup avec la bouche fermée. C'est vraiment quelque chose de très très bien vu pour ce perso, et c'est vraiment très très bien fait. Et du coup, ce qu'on peut commencer à voir ici aussi, c'est que cette fameuse structure qu'on avait vue en introduction, avec une longue case sur laquelle est longé des strips, c'est quelque chose en fait qui va être très récurrent, en tout cas de cet album-là, j'ai pas vérifié dans toute la série, et je pense que c'est notamment parce que ça permet justement de gérer cet enjeu, d'avoir une narration extrêmement condensée, et donc le fait d'avoir un agencement de cases permet de mettre beaucoup d'informations sur une seule page, je crois, tout en la répartissant de manière un peu chouette. Et donc on voit aussi que c'est un type de mise en page qui peut avoir des variations en termes de nombre de cases, en termes de taille, etc. Et qu'on voit aussi que par rapport aux deux pages d'introduction qui se faisaient très écho l'une et l'autre, on voit qu'après, les auteurs ont quand même mis quelques pages sans cette structure-là, pour après se permettre de la réintroduire en plus de manière différente, etc. Et donc de bien séparer ces deux moments différents où on utilise ce type de mise en page pour aussi éloigner un potentiel rapprochement qu'on aurait pu faire en termes de liens sémantiques, quoi. Dites-le moi dans les commentaires si je suis pas suffisamment clair parfois, hein. Du coup voilà, ici dans le dialogue de Danny, je vais pas forcément décrire détaillé, mais on comprend déjà qu'il est un peu faussement sympa comme ça.
On peut déjà lire entre les lignes, même si bon, il nous dit d'emblée que c'est un sale type, mais ici déjà on voit sa manière d'essayer d'être un peu, de mettre de la manipulation, dans l'hypocrisie, etc., avec des mots faussement sympas. Aussi le fait que Benvenuto, son nom de famille c'est Ballesteros, et que là Dany l'appelle Balenos, bon, on peut faire passer ça pour une raillerie entre collègues un peu typique, en mode je suis sympa, t'inquiète, c'est juste un petit nom, mais bon, on voit quand même le côté antipathique du personnage, et qui donc se sert de Benvenuto uniquement comme un objet sur lequel il va mettre la pression pour essayer d'arriver à ses fins, qui est donc d'évincer Benvenuto en tant que coéquipier de Soda pour pouvoir le replacer. Et que donc on voit la manière de Dany de déshumaniser les gens en faisant des outils à utiliser, et ici donc de réduire Benvenuto à son apparence, et donc on voit que c'est une vision du monde qu'il a à la fois sur lui-même et aussi sur les autres du coup. Et que ce truc de réduire des gens à une caricature, qui est donc vraiment toute sa vision de la vie, c'est quelque chose qui, on le verra, l'amènera à sa perte par rapport à Soda, vu qu'il va avoir tendance à le sous-estimer, à le réduire à une essence qu'il n'est pas. Et dans cette idée de vision caricaturale et de manipulation, par exemple, le fait qu'il sort sa petite tablette de chocolat pour manger en même temps que Benvenuto, c'est un truc aussi pour chercher à sympathiser avec lui, à créer un lien, en disant toi et moi on est un peu pareil, tu vois, on aime bien tous les deux se faire une petite friandise pendant le boulot. Et donc ça montre aussi un peu le côté fucked up de Dany. Il prépare sa petite barre au chocolat à l'avance pour pouvoir opérer sa petite manipulation contre Benvenuto à travers des petits gestes qui semblent a priori innocents. Et du coup ils sont interrompus dans leur conversation parce qu'ils vont recevoir un appel comme quoi il y a des dealers qui se battent pas loin de là où ils sont. Et on voit de nouveau cette utilisation de la page en vis-à-vis pour à la fois créer une rupture et une continuité avec ici le fait d'introduire la bagarre des dealers pour ensuite réintroduire les policiers qui ont démarré à la fin de la page précédente et qui reviennent ici au milieu de page, au plein milieu du combat. Donc voilà, interruption de la scène des policiers pour introduire celle des dealers et ensuite réintroduire celle des policiers en mélangeant donc les deux séquences ensemble. Et donc toute cette séparation, cet alternement et ce mélange valorisé par la gestion de l'espace de la double page. Et ici c'est intéressant parce que le fait de nous montrer cette scène sans onomatopée, sauf à la fin la voiture de police, mais sinon très souvent il va avoir tendance à ne pas mettre d'onomatopée pour représenter pourtant des choses qui font beaucoup de bruit, et c'est assez intéressant, où on va laisser uniquement le dessin avoir un impact à lui tout seul dans ces moments-là. Et je pense qu'on aura des meilleurs exemples un peu plus tard, mais c'est un truc intéressant de parti pris pour un auteur de se dire tiens, est-ce que je vais mettre une onomatopée ou non à ce moment-là? Est-ce que ça va affaiblir l'impact de la scène ou au contraire est-ce que ça va la renforcer? Par exemple, j'avais déjà parlé dans un short YouTube du rire muet dans la bande dessinée, le fait de représenter un rire ou non dans la BD par du texte ou uniquement par du dessin de personnages en train de rigoler, et que donc dans certains cas on peut se rendre compte qu'effectivement le fait de ne pas avoir écrit le rire rend beaucoup mieux que s'il avait été écrit et beaucoup plus communicatif quoi. Et donc cette manière qu'à la BD de pouvoir discriminer et gérer le son de cette manière-là, en tout cas la représentation du son, c'est plutôt ça. C'est vraiment un aspect très très intéressant de la mise en scène de la BD. Et ici, donc encore une fois, le dessin de Gazzotti, il est vraiment génial, hein. Le chara-design des dealers, il est vraiment trop bien. Et même le chara-design de plein de méchants ou de bandits ou d'SDF dans Soda, Gazzotti est extrêmement fort pour montrer cette espèce de folklore qui ressort de cette ville par les costumes, par les tronches qu'il fait et tout ça. Et aussi, bon, ici en termes d'ambiance, c'est vraiment trop bien, hein, avec le sachet de coke, je suppose que c'est ça, ou des qui est occupé de couler du sachet à cause de la pluie et qui se mélange au sang. Et donc on voit les deux liquides qui sont mélangés ensemble, et ça c'est marrant parce que j'en avais parlé dans ma vidéo sur Donjon, où on voit Marvin occupé de pleurer du sang et des larmes en même temps, et donc le fait de ne pas mélanger le deux en un truc rose, mais plutôt en faire un mélange hétérogène pour mettre ces deux liquides de manière distincte et à la fois mélangés, ça rend vraiment trop bien, et ici un peu ce même principe, c'est cool. Et donc voilà, même si ces deux personnages de dealers occupés de se battre, et donc quelque chose qui paraît presque un peu facultatif en termes de personnages, presque des personnages prétextes, le fait de leur donner une personnalité par les couleurs, ça on peut remercier Stuff donc pour les albums de 1 à 6, donc Stéphane de Baker hein, qui est décédé depuis, mais qui était vraiment un gros coloriste, et donc à partir du tome 7, donc à partir de celui-ci, c'est le studio Cerise qui a colorisé les Soda, et qui donc est composé d'un duo, d'un couple, qui a colorisé pas mal de séries chez Dupuis, et voilà, c'est vraiment tip top, c'est vraiment génial. Je maintiens toujours ma position de dire qu'il faudrait mettre les coloristes sur la couverture, ce serait vraiment le minimum, vu le taf et l'importance que ça. Enfin bref, tout cet effort qui est mis dans le design participe aussi à nous faire accepter des scènes et des personnages très rapidement et très efficacement, et ce qui est donc très bien à nouveau dans cette idée d'efficacité, de narration extrêmement condensée. Et donc voilà, les dealers sont occupés d'échanger les coups de feu, et là il y a un truc intéressant en termes de, à nouveau, de séquences narratives à plus petite échelle. C'est donc souvent dans les bandes dessinées, on peut nous représenter des séquences narratives en mettant des séquences de cases de même taille, mais donc ici on a une idée de vis-à-vis qui est renforcée par le fait de nous montrer sur ce strip horizontal de 2 cases longues, d'abord de face les 2 policiers,
et puis au moment où ils prennent les coups de feu, nous mettre le plan exact inverse de l'intérieur de la voiture et eux de dos. Et donc c'est un vis-à-vis qui fonctionne d'autant mieux car il est renforcé par la disposition des cases et la taille des cases, quoi. Et donc cette règle de séquence de cases de même taille, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des moments comme ici par exemple où la case du haut est plus grande que la case du dessous. Mais on voit que ça fonctionne quand même bien et je pense que la case du dessus est plus grande juste parce que d'un côté pratique, il a fallu mettre du dialogue dedans et donc il fallait laisser davantage d'espace, quoi. Enfin bref, ils partent à leur poursuite, les deux dealers se séparent et donc les deux flics vont aussi se séparer pour les poursuivre. Et donc sur le second strip, les deux flics vont se séparer et on voit que sur la première case, on va placer Benvenuto sur la droite pour mieux opérer la transition que juste après, il n'y a plus que lui dans le cadre. Et puis à la fin du strip, il y a un cliffhanger sur le personnage où il y a un point d'interrogation, il est occupé de se rendre compte de quelque chose, on ne sait pas c'est quoi à ce moment-là. Et puis autre moment narratif, en passant de strip, on arrive sur Danny où on va aussi terminer sur un cliffhanger où lui là, il repère des taches de sang et d'héroïne sur le sol, et donc il commence à s'approcher du dealer qui est paniqué. Et là encore une fois en termes d'efficacité du dessin, l'attitude de Danny, le fait qu'il a ramassé le flingue du dealer avec son crayon, la manière dont sont positionner ses jambes, etc. C'est vraiment, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dessiné. Et puis donc on continue cet alternement où cette fois-ci on retourne sur Benvenuto, où il fait la remarque au dealer que c'est pas facile de rouler en patin sur du gravier. Et donc là si on est curieux, on peut retourner sur la page précédente en vis-à-vis pour se rendre compte que effectivement on est passé d'abord de pavé à ensuite du gravier sur la seconde case du strip, que donc c'était probablement ça que Benvenuto se rendait compte à ce moment-là, ou alors il avait repéré le dealer, on sait pas exactement. Enfin tout ça pour dire que c'est encore un autre exemple qui montre la souplesse narrative de la BD, qui permet de facilement revenir en arrière dans sa lecture pour vérifier des infos. C'était d'ailleurs la thématique de ma vidéo précédente, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous voulez. Et du coup pour revenir à la page où Benvenuto trouve le dealer, cette fois-ci il y a une onomatopée pour le flingue pour montrer qu'il a rayé. Et là on peut se dire qu'il y avait besoin de mettre une onomatopée parce que sinon on n'aurait pas compris l'intention que le coup de feu n'est pas vraiment parti sur le clac qui est écrit, quoi. Vu que c'est une action entre guillemets inhabituelle pour un flingue, il faut davantage mettre d'indicateurs graphiques pour faire comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est intéressant parce que juste après, il va retourner sur une case entièrement muette, et donc ça je trouve que c'est assez fort dans ce bouquin-là, la manière dont ils vont réussir à gérer le son encore une fois. Ou par exemple par rapport à la séquence de Danny juste avant où il n'y avait pas de son non plus, ce qui donc posait aussi une ambiance. Ici le fait de ne pas mettre de son sur l'intégralité de ce strip, de cette séquence en plan très rapproché où il va arriver le drame que Benvenuto va prendre des coups de couteau. Ici justement le fait de ne pas mettre de son donne encore une saveur différente par rapport à d'habitude, où ça va accentuer l'aspect dramatique du moment. Et donc pour valoriser ces moments sans représentation du son, on voit qu'ils sont alternés par des divisions par strip et par séquences narratives qui elles auront des bulles et du texte, etc. de manière plus classique. Et donc voilà, c'est aussi par des jeux de contraste qu'on va valoriser ces moments bien précis. Mais ces séquences muettes, en fait c'est un truc qui a l'air d'être relativement courant dans Soda, en tout cas dans l'album précédent, il y avait des pages entières sans aucun son du tout représenté, et donc ça a l'air d'être une des signatures, un des outils narratifs que les auteurs utilisent dans cette série. Et je parle de séquences muettes, mais pour moi c'est un abus de langage, il faudrait peut-être réfléchir de la manière dont on parle des BD qui n'ont pas de représentation du son, que ce soit dans leur intégralité ou dans certaines séquences précises de leur histoire. Mais ça c'est pour un sujet à part entière. Et donc après les coups de couteau, changement de strip, ce qui permet de repasser à Danny et de remettre à nouveau des bulles, où lui il est dans une situation où il s'amuse à faire peur au dealer, quoi. Et donc ici dans cette dernière partie de la double page, on va retrouver cet enjeu de devoir à la fois séparer les deux scènes entre les deux flics et en même temps les faire se rejoindre. Comme on avait vu dans la première, le fait d'isoler Benvenuto sur la droite, donc dans l'avancement de l'ordre de lecture pour l'isoler dans son strip en seconde partie. Et ici donc nouveau strip, on repasse sur Danny comme j'ai dit, et puis sur une case verticale de la même hauteur, on va faire repasser sur Benvenuto pour ensuite faire un second groupe de cases très distinct en termes de forme, de disposition, etc. pour bien indiquer qu'on passe sur un nouveau moment narratif où on arrête cette idée d'alternement. Tandis que s'il y avait uniquement eu des longues cases verticales lors de ce dernier strip, l'intention narrative aurait été moins claire et moins compréhensible directement intuitivement. Là on voit que rien que de la structure géométrique des cases, il y a une rupture qui est faite et qui accompagne donc une rupture dans un moment narratif. Et du coup aussi cette transition entre ces deux personnages au sein d'un même strip, on voit que les auteurs se sont aussi permis de le faire après avoir déjà installé au sein de la page une démarcation beaucoup plus claire dans la gestion de l'espace entre ces deux séquences. Et évidemment tout ça c'est optionnel, hein. Ça aurait pu être fait autrement avec moins de précautions on va dire, c'est vraiment beaucoup du détail, hein. Mais c'est tout des petits trucs qui sont mis en place pour nous enlever de la charge mentale, pour nous rendre tout de la compréhension d'une séquence beaucoup plus instinctive, et donc de prémâcher pour nous un maximum la compréhension de la narration. Et ici donc ce qui est surtout intéressant, c'est de nouveau la gestion du son, avec le fait de ne pas avoir mis de bulle dans le cri de panique de Benvenuto, avec son cri qui ondule, etc. Donc il y a à côté, la panique fonctionne vraiment bien, en plus le côté très hyper cru de la scène où il est occupé d'étrangler le dealer qui n'a pas l'air de donner signe
de vie sur cette case là quoi, qui a l'air déjà d'être dans les vapes. On le voit même pas les yeux exorbités ou quoi, il est vraiment complètement ombré. Et donc déjà ça fonctionne bien le fait de pas avoir mis de bulles pour renforcer l'aspect paniqué de cri de ce moment-là, mais en plus ça permet d'aider à la transition de la case juste après, où on voit de nouveau son cri, de nouveau mis en bulle, ce qui donc fait la liaison entre ces deux moments. Et donc ici, le fait de ne pas avoir mis de bulle sur cette seconde case renforce l'aspect lointain du cri en fait, qui est un peu perdu sous la pluie et tout ça. Et en plus avec le Danny qui s'estompe petit à petit et qui descend, et donc sort de son texte aligné, pour montrer quelque chose qui est occupé de s'éteindre quoi, ça fonctionne vraiment bien. Et aussi ça permet de pouvoir bien différencier graphiquement les deux moments de dialogue différents, donc entre Danny et le dealer, et le cri de Benvenuto, vu que l'un a une bulle et l'autre n'en a pas. Et donc ça permet aussi de rendre encore plus clair ce moment où on va mélanger deux scènes ensemble et où il y a beaucoup d'informations. Et donc voilà, c'est cette non-utilisation de bulles pour valoriser différentes choses à différents moments dans leurs cases respectives, tout en opérant la transition entre ces cases. Et donc vraiment, encore une fois, c'est très très bien fait. Il y a une alchimie qui fonctionne vraiment super bien à ce moment-là. Et bien sûr, en plus, le côté Hildrache, l'eau qui coule de la casquette de Danny et tout ça, il y a vraiment tout un truc dramatique qui fonctionne vraiment bien dans cette scène-là. On est occupé de montrer quelque chose de sérieux, quoi. Et ce qui est donc encore une fois étonnant quand t'as 10 ans et que t'es occupé de lire ça dans ton Spirou magazine, après t'être tapé de l'agent 212 et avant d'enchaîner sur du Jojo ou quoi. Mais comme j'en avais parlé dans ma vidéo où j'avais été revisiter un peu les vieux Spirou magazine, Soda, c'est pas la seule exception de choses étranges et bizarres à laquelle on exposait les enfants. Dans le Spirou magazine, c'était vraiment un terrain d'expérimentation et aussi en termes de confrontation de tes goûts, etc. Il y avait pas mal de BD qui sortaient de la norme, que ce soit en termes de graphisme, en termes de ton et tout ça, et qui te sortaient complètement de ta zone de confort, ce qui en faisait un magazine hyper intéressant pour t'ouvrir à plein de trucs quand t'étais enfant, quoi. Et du coup, pour revenir à l'histoire, ici on va entrer dans un truc de manipulation encore plus appuyé de la part de Danny, où il va demander au dealer de lui tirer avec son arme dans le bras gauche. Et donc là c'est intéressant parce que sur la dernière case de cette page, on nous montrait un plan très rapproché avec le dealer qui a le flingue sous sa gorge, mais donc où on voyait pas les mains des personnages, ce que Danny faisait de l'autre arme à ce moment-là, etc., qu'il va donner au dealer. Et du coup on tourne la page et on arrive directement sur Danny qui est occupé de se faire tirer dessus comme il a demandé. Et donc on voit qu'entre ces deux moments, entre ces deux cases qui se suivent dans l'ordre de lecture, il y a une espèce d'abstraction qui est prise en charge dans l'ellipse qui est opérée ici par le changement de double page. Et donc cette ellipse qui fonctionne vraiment très très bien est notamment permise par le fait qu'on a reset l'espace de la narration, l'espace de la page, et que par exemple si cette case où il se fait soudainement tirer dessus était mise dans le strip juste après au sein de la même page, ça aurait quand même beaucoup moins bien fonctionné. Voilà, j'ai fait une page modifiée si vous voulez faire une pause pour vous rendre un peu mieux compte de l'effet que ça fait lors de la lecture. Et donc on voit à quel point la gestion de l'espace de la page est important dans la narration de la BD, quoi. Ou ici je trouve qu'il y a quelque chose de très efficace en termes de narration, dans toute cette part d'action qui est prise en charge par le fait de tourner la page, et donc aussi en termes d'impact narratif. On tourne la page et bam, Danny occupé de se faire tirer dessus, avec le blâme du fusil, et le cri qui est mis de la même couleur, etc. Enfin bref, ça fonctionne très bien, quoi, tout ça. Il y a des trucs marrants dans Soda, c'est comme dans Lucky Luke, c'est que parfois les personnages ils lancent des petites phrases en anglais ou des expressions en anglais, etc. Et c'est assez cool, je trouve, dans cette idée de reprendre quelque chose de très américain, c'est-à-dire un western ou des flics à New York dans un truc film noir. Mais comme c'est fait par des francophones, on peut y intégrer à la fois le plaisir du français et le plaisir de l'anglais. Et donc c'est vraiment cool, j'aime bien cette alternance qui peut être faite et ce mélange des deux langues. Et qui est bizarre en soi, parce que les personnages parlent français et puis anglais, mais on sait que c'est des américains, donc c'est suggéré qu'ils parlent anglais de toute façon. Mais enfin, peu importe, c'est vraiment cool. C'est une belle opportunité qui est prise, je trouve, dans ce genre de BD. Et du coup, Danny oblige le dealer qui ne sait pas nager à sauter dans la mer agitée. Et encore une fois, en termes de ce que la scène permet de dessiner et donc les opportunités que le dessinateur va pouvoir s'emparer. Ici, le fait de dessiner cette case de mer agitée avec le blanc de la dope qui est occupée de flotter à la surface et les petites cartouches de drogue, je sais pas exactement ce que c'est, mais qui flottent également. Et donc il y a une espèce de précision de la représentation des habits, de la drogue, des flics, des voitures, de tout, de l'ambiance du dessin avec ses ombres très noires. Il y a vraiment une idée de on me donne l'opportunité de dessiner un récit avec toutes ces caractéristiques et je vais m'en emparer pleinement pour le valoriser vraiment à fond de balle et créer des cases qui vont pouvoir marquer la rétine, quoi. Et du coup Danny retrouve le corps de Benvenuto et donc là de nouveau deux séquences narratives à la fois différenciées et à la fois mises en lien grâce aux deux pages en vis-à-vis, avec les flics qui arrivent à la fin de la case, et puis on arrive sur Benvenuto occupé de se faire opérer, avec Soda qui est occupé de le regarder, et donc là, en fait là je suppose que ça est voulu, le fait de mettre le fait qu'on puisse assister à l'opération, donc à travers une vitre,
Et donc cette idée aussi qu'il y avait sur la page titre et qu'on verra aussi à la fin, le fait que dans les salles d'exécution dans les prisons, il y a aussi une vitre avec des petits sièges où donc on peut participer au spectacle de regarder le meurtre de quelqu'un. Donc je sais pas ici si les auteurs ont voulu faire une espèce de lien symbolique, mais je sais pas trop. Après on peut aussi voir l'idée donc qu'il y aura plus tard avec le fait qu'il va y avoir une mise en lien entre Benvenuto et la télévision de la mère de Soda qui est cassée et que Soda doit essayer de réparer. Et donc avec le fait que Benvenuto lui aussi il est cassé entre guillemets et que donc on cherche à le réparer. Et donc là il y a une idée d'écran qui se fait aussi bien par le moniteur des battements de cœur que par Soda qui regarde à travers la vitre. Enfin bref, je sais pas trop. On verra si j'arrive à plus préciser ça dans l'analyse au fur et à mesure. Et ce qui est marrant ici, c'est que donc il y a le capitaine de Soda qui dit il s'en sortira, je sais ce que vous ressentez. Et donc là il y a Soda qui lui dit arrêtez d'emprunter des répliques à Hollywood. Et donc il y a une idée de ici c'est la réalité, c'est pas comme ces films hollywoodiens avec des flics bidons et tout ça. Et donc c'est marrant parce que un peu plus tard il y aura une course poursuite en voiture digne de Dirty Harry où là Soda va dire au contraire, va prendre le contre-pied de sa propre phrase en disant ah bah on fait ça dans les films non, donc ça va ce genre de course poursuite en voiture. Donc on voit aussi cette idée d'ambivalence entre les deux, entre vouloir montrer du spectacle de flic cowboy et en même temps le fait de vouloir montrer du vrai drame. Et du coup je suppose qu'on peut mettre ça en lien par rapport au discours de Danny au début du récit et du discours que porte le personnage de société du mensonge, de société du spectacle, etc. Et que Soda est lui-même pris dans cet entre-deux de différentes manières, entre être un flic et être le bon fils à sa mère, pasteur, et puis de l'autre côté, à un niveau plus méta, être à la fois ce flic de film d'action et ce flic représentant quelque chose de plus sérieux, de plus terre-à-terre, de plus réaliste. Soda, même s'il y a déjà des éléments sombres au départ, plus ça avance, plus ça va rentrer moins dans des enjeux purement dramatiques, mais dans des enjeux politiques en fait. Et je pense que vraiment le pic, c'est les deux derniers albums, un Code Apocalypse, et puis après il y a une grosse pause de la série qui a repris avec le dernier épisode qu'a écrit Tom, qui est celui qui parle des attentats du 11 septembre, et qui est donc vraiment très très sombre comme album. Ça se dénote presque par rapport à un album comme celui-ci où il y a encore des trucs rigolos. Mais même dans ces derniers albums que j'ai cités, il y a quand même toujours cette part d'action violente dans un but purement jouissif qui est toujours présent, et donc c'est un aspect qui n'est jamais renié dans son ADN. Même si Tom va quand même davantage montrer les conséquences de toute cette violence sur la psychologie de Soda et sur sa déprime quoi. Et donc voilà, c'est cette tension de devoir gérer sur le temps long un héros flic new-yorkais qui sort son gros magnum et qui résout des situations comme un héros fantasmé américain quoi. Et donc du héros réganien, pour ça je vous renvoie de nouveau vers la vidéo de cinéma et politique. Mais donc voilà, c'est une figure tellement installée qu'on peut la reprendre sans se rendre compte forcément du bagage idéologique et politique qu'il y a avec ce genre de perso, et que donc plus ça avance, plus il peut y avoir une désillusion qui était déjà là en partie au départ avec le personnage de Soda, mais plus ça avance, plus on a peut-être envie d'explorer quelque chose de différent, plus en phase avec quelque chose de justement post-11 septembre, vu que Soda ça part des années 80, mais ça a été aussi repris dans les années 2000 quoi. Et le monde il a beaucoup changé entre temps, et la prise de recul sur les années Reagan et la culture qui en est en partie ressortie peut aussi être prise avec les années quoi. Et qu'on peut se demander ce que Tom aurait fait actuellement avec un personnage comme Soda, avec la réflexion qui accompagnait sa série. Par exemple par rapport à la question des brutalités policières, qui est une question qui existe depuis très très longtemps, mais qu'au vu de l'actualité de ces dernières années, même quand on est dans une situation confortable et qu'on n'y est pas directement confronté, c'est pas un sujet qu'on peut nier quoi. Et c'est pas non plus un sujet qu'il devient aussi facile de réduire à un pur enjeu personnel du personnage principal, sans l'étendre à quelque chose de beaucoup plus large que lui. Et que la figure du flic comme héros a beaucoup été amochée par la réalité quoi. Parce que dans la série, plus on avance, plus Soda s'éloigne de la figure héroïque, jusqu'à perdre totalement tout lien avec un caractère de BD de héros franco-belge classique quoi. Et que la manière de Tom de traiter des héros comme Spirou et Fantasio ou comme Soda, donc encore une fois dans ce contexte de BD franco-belge classique, il y a toujours une réflexion qui s'accompagne en plus dans ces scénarios à un niveau plus méta sur comment traiter des figures héroïques, des icônes, et c'est un des trucs vraiment intéressants dans les scénarios de Tom quoi. Enfin bref, pour revenir à l'histoire, sur la fin de cette double page, on voit sur le dernier strip, on introduit une nouvelle scène avec Tchaikovsky qui fait un discours devant les policiers, avec des mimiques, des têtes de gens foutres très genreries dans l'esprit je trouve. Mais donc voilà, ça permet d'introduire une scène pour fluidifier la transition sur la double page suivante qui va donc continuer ce rapport de Tchaikovsky face aux policiers. Et donc ici c'est mis en place pour atténuer l'interruption entre guillemets qu'est le fait de changer de double page. Mais du coup ici Danny va faire genre qu'il est épris de justice pour Benvenuto etc. Et pour pousser le capitaine à le mettre en duo avec Soda pour cette affaire. Et à la fin de cette double page, encore une fois je sais pas trop pourquoi, si c'est fait exprès, s'il y a vraiment des liens narratifs à faire ou c'est juste que le dessinateur se fait plaisir, il y a de nouveau cette tête de Soda avec ses lunettes et le reflet de ce qu'il regarde dedans mis tout en rouge et qui est donc vraiment très très cool en termes de dessin, mais
D'abord, il regarde Benvenuto occupé de se faire opérer, et puis après, il regarde la grenouille dans son pot, dans un bocal, donc aussi à travers une sorte de vitre, de quelqu'un qui est piégé dans un endroit, enfin je sais pas trop, faut pas forcément aller chercher trop loin, en tout cas ça fonctionne bien en termes de gravité, ces lunettes de soleil avec le reflet rouge dedans, c'est vraiment très 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 cool. Et bien sûr c'est une autre époque, hein, donc on voit Soda occupé de cloper toute sa vie, que ça soit dans le bureau de police ou même dans l'hôpital. Enfin bref, en fin de compte, Danny a réussi à arriver à ses fins et il est en duo avec Soda, mais d'abord ils doivent aller voir l'unique famille de Benvenuto, qui est donc sa vieille cousine. On la retrouve occupée de chantonner le même air italien que Benvenuto. Alors moi je connaissais pas cet air-là, même si quand on lit ces bulles de chansons, on se doute que c'est en référence à une musique qui existe réellement, et ça c'est toujours assez spécial dans la bande dessinée, les moments chantés, et donc quand ça fait référence à rien, on peut s'imaginer soi-même l'air, et parfois ça m'arrive de lire avec une sorte de rythme chanté dans ma tête, un texte qui est chanté par un personnage, je rythme vite fait, je dis pas un mélo truc, mais quand ça fait référence à une vraie musique et que tu la connais pas, bah oui, tu comprends que ça fait référence à quelque chose, mais tu restes dans une espèce d'abstraction étrange parce que tu lis du texte en fait, et donc enfin bref, c'est toujours assez spécial les gens qui chantent dans les BD. Et ici, de nouveau, on a le parti pris intéressant de Gazzotti de ne pas dessiner d'onomatopée, ici de nouveau pour accentuer l'aspect dramatique, avec donc la cousine de Benvenuto qui lâche son pot de fleurs en apprenant la nouvelle. Mais donc ça aussi, c'est intéressant, parce que donc le dialogue c'est lieutenant Solomon, qu'est-ce que... Donc là déjà on comprend que le lieutenant connaissait déjà sa cousine, et donc il était vraiment proche de Benvenuto vu qu'il connaissait sa famille. Encore une fois, c'est un personnage qui a été introduit dans cet album-là. Et donc là, Soda lui répond à propos de Ben, Miss Ballesteros, Ben, et puis il lâche son pot de fleurs. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est, encore une fois, la capacité de la BD de faire des jeux d'ellipses. On sait pas trop, en fait, si elle devine d'emblée ce que Soda va lui annoncer, ce qui lui fait donc lâcher le pot de fleurs, ou bien si, dans l'ellipse qui se passe entre la case où elle dit Ben et la case où elle lâche le pot de fleurs, est-ce qu'en fait, Soda lui a annoncé la nouvelle, et que donc on nous montre à ce moment-là sa réaction, en apprenant concrètement ce que Soda lui a à lui apprendre, quoi. Et donc il y a cette abstraction où les deux lectures sont possibles, en fait, et donc les deux réalités coexistent en un sens, et c'est toujours très intéressant, tous ces mécanismes de largesse temporelle de la bande dessinée, que moi j'adore. Et puis le passage à la page en vis-à-vis permet de faire un changement de lieu et de scène. Ici, Danny et Soda sont dans un bar, et il y a une case où Soda est occupé de boire, tout en parlant d'ailleurs. Et donc Danny, lui, boit un jus d'orange, tandis que Soda, il boit de l'alcool. Donc encore ce côté de que Danny veut se faire passer comme quelqu'un d'irréprochable, comme un flic modèle, et donc quelqu'un qui ne boit pas pendant son service. Mais donc voilà, dans cette page un peu importante dans le récit, on a... En fait, quand un récit fait 47 pages, probablement toutes les pages sont très importantes. Mais bref, ici on a l'introduction du second type d'encadré narratif de cette BD, où Danny, en fait, il est occupé de raconter son passé. Et donc, il dit « Quand j'étais gosse, dans le Queens, ma sœur aînée paraissait plus jeune et fragile que moi. » 3 petits points. Et donc ici, les 3 petits points sont là pour mettre en lien la continuité directe avec le texte suivant, qui est donc la prolongation de cette phrase, qui reprend également avec 3 petits points, où il y a un changement de bulle, de case, et tout ça. Et donc, il fallait renforcer le lien entre ces deux bulles-là pour être sûr que le lecteur ne soit pas dans un flou interprétatif, ne serait-ce que pendant une seconde, quoi. Et donc il continue, je pense qu'à l'époque, j'aurais déjà voulu avoir le courage d'être une sorte de héros pour la protéger. Et donc là, on le voit occupé de se réfugier dans ses BD en paniquant parce que sa sœur est occupée de se faire frapper par on sait pas trop qui. Et donc de se réfugier et s'identifier via la figure suprême du héros américain qui est donc Superman. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en parcourant un site pour voir un peu en ligne des images des vieux comics Superman, pour illustrer la vidéo, en fait, on peut se demander si Gazzotti n'a pas été justement s'inspirer de certains vieux dessins de Superman où il est beaucoup dessiné avec les yeux fermés, avec des mimiques qui sont assez proches de celles qu'il a fait pour Danny. Et donc on est un peu dans une idée de il va reprendre les mimiques de la figure héroïque de ton enfance et qui donc au sein d'une bande dessinée crée aussi un double discours en termes d'héritage et en termes de ce qu'il veut représenter. Et donc déjà Superman c'est un personnage qui a une double identité et du coup en plus on peut y voir le fait que Danny a été directement s'inspirer de Superman et aussi des pubs qu'on a vu plus tôt et donc de reprendre les mimiques du héros de son enfance pour essayer d'établir cette image qu'il essaye de renvoyer aux autres, quoi. Et du coup c'est aussi un comportement qui est peut-être lié à un traumatisme d'enfance, on sait pas trop. Parce que ici, ce qu'il occupait de raconter plus tard dans le récit, à la fin, lors du dénouement final, ce sera quand même suggéré que c'était la vérité, ce qu'il disait ici, même si avec Danny, c'est toujours assez trouble. Mais donc voilà, ici, on a une case avec des couleurs grisées, et donc avec une mise en scène du texte qui montre qu'il est occupé de raconter quelque chose du passé, dans lequel il est un narrateur extérieur, encore une fois. Et puis après, il est interrompu dans son récit parce qu'il va entendre ce qui est dit à la télé, et donc c'est intéressant parce que la page était introduite avec ce texte jaune qui donc vient de la télé, où on parlait des préparatifs du défilé de Thanksgiving, qui est donc un des enjeux aussi du récit, avec la mère qui veut voir le défilé à la télé. Donc il y a ça qui se prépare de la ville. Et après, donc, encore une fois, c'est mis en lien avec les 3 petits points, et ça termine avec 3 petits points, pour dire que le présentateur continue de parler, même si ces bulles de monologue vont complètement être
préfacé sur les cases suivantes. Et donc encore une fois, c'est la capacité très souple de la BD de sélectionner du son qui se passe à la fois en même temps qu'un dialogue et à la fois de manière séparée, donc on peut suivre 2 dialogues séparés en même temps, alors que si l'intention des auteurs était justement de mettre un brouhaha et que les 2 trucs se superposaient, bah les bulles se superposeraient elles aussi, et pourtant la situation serait la même, quoi. Donc c'est dans l'intention narrative qu'on va mettre la logique dans la mise en scène du texte, et donc la mise en valeur du propos prend ici la priorité sur une représentation logique de la temporalité. Et donc voilà, c'est très malin de d'abord mettre quelque chose de très banal à la télé, pour indiquer qu'elle est là, et puis faire discuter Danny d'un truc important sur son passé, pour après mettre la télé introduite précédemment en avant cette fois-ci, pour introduire une nouvelle information importante après la révélation de Danny. Voilà, encore une fois, c'est hyper efficace, hyper condensé. Et donc là, il y a le présentateur qui dit à la télé, New York encore, où le Conseil d'État vient d'entériner les nouvelles propositions du gouverneur Patakis sur l'exécution effective de peine capitale prononcée dans l'État, une mesure destinée à rassurer l'électorat. Comme promis, les autorités pénitentiaires ont annoncé les démarrages des exécutions dans un avenir extrêmement proche, une affaire de quelques jours ou semaines, a déclaré. Et là, il y a Danny qui lâche son verre, et en plus, on voit qu'il a ouvert les yeux, ce qui est donc la deuxième fois du récit qu'il fait ça. D'abord, c'est quand il était face au dealer, donc dans la situation d'action, et ici c'est en apprenant la nouvelle à la télé, et donc il y a une espèce de perte de contrôle de sa part à ce moment-là, aussi bien par le verre, par le fait qu'on le montre les yeux ouverts, et donc on commence à introduire cette idée qu'il a un enjeu par rapport à une exécution qui doit être faite et qui a donc été accélérée. Et donc c'est intéressant sur la page juste après, parce qu'on revient sur les encadrés mauves de Danny, où il dit « Je ne devrais pas laisser ainsi transparaître mes émotions, ça ne me ressemble pas ». Et donc c'est intéressant que dans cette idée de perte de contrôle momentanée, juste après on nous remet des encadrés mauves où il redevient donc un narrateur extérieur qui dit qu'il doit être dans le contrôle, et que donc cette reprise de contrôle sur lui-même est également montrée par cette reprise de contrôle dans la mise en scène de la narration du texte, quoi. Et encore une fois, on voit ces pages surchargées en informations avec des petites cases où tout est vraiment réglé au poil de cul. Et donc voilà, ici il continue d'essayer de sympathiser avec Soda. Et donc on revient ici sur cette idée de, en fin de page, on va introduire une nouvelle scène pour faire le lien avec le changement de page juste après. Et donc ici on voit quelqu'un au jogging occupé de s'approcher d'un policier. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a donc cette contrainte de devoir faire une narration très condensée, et en même temps ici d'opérer le lien sur une nouvelle scène pour la préparer sur la page suivante et tout ça. Et donc de devoir ici faire une transition entre 2 scènes différentes, mais sur 2 cases qui se suivent directement sur un même strip. Et donc c'est intéressant de voir qu'il faut gérer ça, et que parfois donc c'est l'espace de la page qui va un peu dicter la manière dont tu vas devoir faire ta narration. Qu'on n'a pas toujours l'espace dans sa page de pouvoir passer à un strip suivant pour une nouvelle scène, qui marque donc davantage une coupure nette. Et ici donc il faut concilier avec ça, et donc les auteurs vont devoir appuyer de différentes manières la différence entre ces 2 cases collées l'une à l'autre, pour bien indiquer leur différence et marquer donc le changement de scène, de lieu, de personnage, et éviter que le lecteur ne soit confus. Donc déjà on voit le fait que les 2 cases ont un format assez différent. On voit que de la case de gauche, il y a le cadré narratif mauve qui donc conclut la scène de Danny, et ce qui permet donc un contraste par rapport à la page de droite qui elle est la seule case de la page qui n'a absolument aucun texte. Et on voit aussi la différence de plan qui est faite sur les personnages, où à gauche on a quelque chose qui s'éloigne d'eux, on les voit moins bien dans le plan, etc. Tandis qu'à droite au contraire on introduit des personnages, donc on nous les montre assez bien, et en plus on voit l'un des deux qui se rapproche de nous, donc il vient vers nous de droite vers la gauche. Donc voilà, il y a une espèce de jeu des différences qui s'opère et qui est appuyé pour que ça soit fait de manière instinctive pendant notre lecture, et qui est vraiment très bien faite. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, hein, tout ça c'est presque optionnel. La narration pourrait se comprendre avec moins d'artifices, mais encore une fois c'est des facilitateurs pour fluidifier la lecture et l'esprit du lecteur, quoi. Et donc ici encore une fois ça nous introduit des personnages secondaires qui vont pas rester longtemps et juste pour cet album-ci et tout ça, mais directement les auteurs vont réussir à nous consolider une espèce de petite vie qui émane des personnages qui n'ont donc pas l'air d'être juste artificiels et pour servir un rôle narratif, quoi. Je vais vous lire le dialogue. Monsieur le flic, pourriez-vous me confirmer ce qui est marqué sur votre papier là? J'ai des mauvais yeux et des potes farceurs. Forte récompense à qui apportera des renseignements sur l'inconnu impliqué dans l'agression d'un policier, etc. Suivre date, lieu, portrait robot. Une forte récompense, ça peut monter jusqu'à combien votre honneur? Ça dépend de la valeur du renseignement, je crois. Vous croyez que ça irait jusqu'à un bol de soupe bien chaude? Et donc voilà, la manière dont c'est écrit, le fait que le SDF veuille pas dire qu'il est analphabète, la manière dont il formule son excuse, j'ai de mauvais yeux et des potes farceurs, le fait que le policier ait sa petite bulle d'interrogation et avec son air méfiant derrière le papier qu'il est occupé de lire juste après. C'est marrant parce qu'il est occupé de lire le papier et en même temps il est occupé de jeter un regard méfiant sur le gars. Et donc encore une fois, c'est une manière magique qu'a la BD de pouvoir montrer des trucs contradictoires et qui se passent en même temps et qui fonctionnent trop bien. Et ça c'est un truc dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Dragon Ball, en tout cas une nouvelle formulation que j'ai trouvée pour essayer de mettre des mots sur pourquoi ça fonctionne ce genre de truc en BD, plutôt que de chercher une logique physique et temporelle bien
bien précises en la retransposant par rapport à la logique de notre monde. Ici en fait, si ça fonctionne, si on l'accepte, c'est parce que ça porte un propos narratif qui fonctionne et que c'est ça qui passe en priorité avant le reste. Benvenuto qui siffle un chant italien tout en sirotant du coca, ça fonctionne parce que l'attitude est cool et que ça nous rend encore plus sympathique le personnage à ce moment-là, parce que la case du côté débonnaire du bonhomme fonctionne bien. Grâce à ça, ici on accepte que le flic est occupé de lire un truc tout en regardant ailleurs, on l'accepte parce que ça renforce l'attitude et le ton du policier qui est donc d'être méfiant, etc. etc. Du moment que ça serve à propos narratif, en général, on peut tendre plus ou moins fortement ce genre de logique dans une case de BD. Et ça j'en parlerai dans une vidéo à part entière sur le fait où j'établirai un peu plus tout ça avec des bases théoriques un peu plus solides, et notamment en me référant à Nelcon avec son idée de case concept et tout ça. Mais bon, ça sera pour plus tard, même si j'espère ne pas faire trop traîner cette prochaine vidéo qui est en cours d'écriture depuis longtemps. Mais enfin bref, il y a une espèce de petite alchimie qui fonctionne super bien et qui est vraiment cool entre ces deux personnages, autant dans leur attitude, que dans leur dialogue, que dans leur chara-design, mais c'est toujours extrêmement bien fait. Et donc changement de strip, ce qui permet un changement de scène où Soda est rentré chez lui. Et donc là, il y a Marie, donc sa mère, qui lui dit il y a une catastrophe, la télévision est en panne. Et donc c'est aussi une manière de mettre l'espèce de côté qu'elle vit dans son petit monde bien protégé, parce que pour elle, une catastrophe, c'est la télé qui est en panne, mis en contraste par rapport à la journée qu'a eu Soda, où il y a son pote qui a été poignardé et qui va probablement mourir. Mais évidemment, Soda, lui, il est pas dans le jugement par rapport à ça, contrairement à Danny, qui lui, donc, parle aussi des gens comme la mère de Soda dans l'introduction, qui donc perçoivent le monde à travers le filtre de la télévision, et donc de quelque chose qui a déjà été lissé et conditionné dans une certaine vision, quoi. Et donc ce truc de la mère et de sa télévision, où elle dit bien qu'elle préfère voir le défilé de Thanksgiving par la télévision et non dans la rue, c'est un moyen de la mettre elle aussi en corrélation par rapport à la thématique de cet album et par rapport au discours de Danny, et donc c'est assez intéressant. Ça montre l'attitude de Marie par rapport à un certain refus volontaire de la réalité, qu'on peut mettre donc en corrélation par rapport à son déni, qu'on peut interpréter donc ainsi, par rapport à son fils Soda qui n'est pas du tout pasteur, alors qu'elle le fantasme pasteur envers et contre tout, j'ai envie de dire. Rappelle que Soda planque son flingue dans le réservoir des WC et que donc il y a ce truc d'absurdité de comment ça se fait qu'elle a toujours pas capté le mensonge de son fils qui déborde de partout, quoi. Et donc presque cette idée d'aveuglement volontaire et de vouloir croire que ce qu'il y a à la surface suffit à nous représenter la réalité alors qu'il suffirait de gratter un peu pour voir que c'est pas le cas, quoi. Et du coup, changement de strip, on revient sur le flic et le SDF, et la coupure au milieu avec Soda et sa mère a permis d'opérer une ellipse narrative où en fin de compte là ils sont déjà dans le commissariat, il est occupé de boire sa soupe bien chaude en récompense. L'onomatopée est vraiment bien dessiné avec le qui monte et puis le chur qui est en diagonale et qui ondule sur la fin pour montrer le bruit qui est fait sur la fin de son aspiration. Et donc le fait de faire pencher le chur s'est mis en corrélation avec le fait qu'il penche la tête pour boire sa soupe, et donc il y a les deux mouvements qui s'accompagnent l'un et l'autre. C'est très bien dessiné. Et là c'est un moment où le scénariste va chercher à nous confuser, en même temps qu'il va chercher à confuser le policier, vu qu'en fait le portrait robot, on comprend que c'est en fait en lien par rapport au dealer qui avait été jeté à l'eau par Danny, parce que le SDF en fait a tiré de l'eau ce dealer là, mais que la description que le SDF fait du dealer ne correspond pas au portrait robot, et donc le flic ne comprend pas ce qu'il fait là. Et vu qu'effectivement on peut voir sur le dessus que sur le portrait robot en fait c'est une personne noire qui est dessinée, quoi, alors que le dealer qui a été jeté il était blanc. Du coup c'est un move assez raciste de la part de Danny, mais qui est logique par rapport au personnage et par rapport au fait qu'il considère les gens comme des caricatures, et donc il va prendre la caricature du délinquant du point de vue du policier pour les tromper sur la piste du vrai dealer. Et donc là vite fait, c'est un des trucs que j'ai parlé dans ma vidéo précédente sur être spectateur d'un combat de surhumains, avec des exemples tirés de Dragon Ball, de Buffy entre autres. Ici donc on voit cette information là que le portrait robot ne ressemble pas au type qu'il a décrit, et donc nous le lecteur on peut très facilement remonter sur la page et voir qu'effectivement bah oui en fait commencer à faire des liens dans notre tête, bah oui c'est une personne noire qui est dessinée sur l'affiche, alors que nous on sait qu'il l'est pas, et donc nous on connaît le mensonge de Danny, et donc il y a une souplesse narrative de revenir en arrière qui permet de commencer à nous permettre de nous prendre le temps de nous interroger, etc. Et donc aussi le fait que la BD c'est pas un média qui est dans un flux continu comme un film ou un dessin animé, tout est fixe, et donc on peut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de revenir en arrière pour vérifier des détails, etc. etc. Et donc c'est un mécanisme narratif que les auteurs peuvent utiliser de manière consciente, voulue, pour pousser le lecteur à faire des allers-retours ou des temps de pause dans la lecture. Et d'ailleurs le fait qu'on soit dans la confidence du mensonge de Danny dès le tout début du récit, je suppose que c'est quelque chose de voulu dans ce discours sur le mensonge qu'il y a dans cet album, et que d'emblée il nous piège dans son mensonge, nous rendre complices, c'est un grand mot, mais en tout cas je pense que ça rejoint l'idée que tout ça n'est qu'un jeu de dupes, le menteur comme celui à qui on ment savent que c'est un mensonge, notamment ici la publicité en l'occurrence, et que peu importe, on a envie d'y croire, donc on
on y croit. Et de la même manière, il va tenter de manipuler Soda en jouant sur ses grands idéaux de héros. Et donc, d'une certaine manière, je pense considérer que Soda a envie de croire son mensonge, parce que comme on le verra plus tard dans l'histoire, son mensonge va tenter de faire amener croire à Soda qu'il est possible de sauver quelqu'un qui a été injustement condamné à la chaise électrique, et que donc, quand t'as un grand idéal, il y a moyen de l'accomplir. Et donc un peu de flatter les gens par rapport à la vision du monde qu'ils ont envie d'avoir, mais tout ça pour mieux les tromper en fin de compte, parce que le monde est horrible et cynique, et etc. etc. Et que donc dans tout l'album, dès le départ, on est plongé dans l'état d'esprit de Danny qui ne voit le monde que comme un monde de mensonges, où il dit « Je suis l'ami qui vous trahira et que vous remercierez ». Et puis du coup, ici, nouvelle page, où on arrive sur une scène complètement différente, où ça va être mis en place la symbolique entre la télé que Soda cherche à réparer et Benvenuto que les médecins cherchent à guérir. Et donc voilà, c'est presque une page concept en soi à elle toute seule, et qui est donc introduite par une longue case unique qui montre un plan de New York la nuit, et qui donc est déjà dans cette idée de coupure par rapport à la scène précédente déjà, en termes de temps qui s'est écoulé, en termes de scène qui change. Et du coup on retrouve cette idée, comme on avait vu sur la première page d'intro, d'une longue case qui prend toute la largeur du strip, qui est donc bien pour nous introduire dans une scène et dans l'espace de la page en soi. Et en plus ici dans cette grande case on nous montre un panorama de New York, et donc aussi bien par le format de la case que par ce qui est montré dedans, on nous montre ici une idée de vue élargie, de scène englobante, ce qui permet donc bien de montrer juste après, dans le reste de l'espace de la page, une scène qui va s'alterner à différents endroits en même temps, donc à l'hôpital et dans l'appartement de Soda. Et en plus le décor est placé dans une ombre un peu inquiétante et tout ça, et aussi dans une idée d'un jour qui est occupé de se terminer, ce qui donc symbolise aussi une vie qui est occupée de s'éteindre en même temps et tout ça, et qui est vraiment bien faite pour introduire cette scène entre Soda et Benvenuto, avec d'abord un zoom sur le truc de cardiologie ou je sais pas quoi, donc d'intensification qui se fait aussi bien par le zoom et le resserrement des cases par rapport à la première case, et aussi l'augmentation du tit, où c'est le genre de bruit un peu comme pour les musiques qu'on connaît et qui sont écrites, où on peut avoir un peu le son en tête tellement qu'on l'a entendu dans des séries et tout ça. Et en plus on peut voir aussi une sorte de transition graphique entre le visuel de la ville et le visuel des ondes qui ondulent dans l'écran noir, où il y a une espèce de jeu graphique qui se correspond un peu, mais bon voilà. Et donc après, passage au strip suivant, à partir duquel il ne va plus du tout y avoir de texte, on va uniquement être sur du dessin, ce qui va donc fluidifier l'idée d'alternance entre les scènes, et aussi encore une fois de mettre cette idée d'intensité dramatique où on va pouvoir se plonger pleinement dans l'action qui est occupée de se passer. Et c'est marrant parce que Soda, effectivement, c'est un personnage qui c'est pas qu'il s'exprime pas, parce que quand il est étonné, il retient pas entièrement son calme, il est vraiment étonné, quand il est paniqué, il a vraiment une tête paniquée et tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a un caractère réservé et qui donc a quand même tendance à garder les choses pour lui, on va dire, et que donc on peut voir comme une espèce de catharsis le fait qu'il s'acharne à essayer de réparer cette télé, à la démonter complètement pour chercher qu'est-ce qui ne va pas, comme une manière donc d'essayer de digérer ce qui est occupé de se passer pour son ami, quoi. Peut-être aussi une idée, un peu comme Danny, d'une idée de reprise de contrôle sur une situation qui lui échappe. Enfin bref, Soda s'est endormi au milieu de tout le bordel. Et puis donc on passe à la page suivante qui va amener la conclusion à cette scène, et donc c'est toujours cette idée de page en vis-à-vis qui permet à la fois de mettre une continuité et une interruption, parce qu'ici les auteurs vont profiter du changement de page pour amener la scène à sa conclusion, et aussi remettre des bulles de dialogue pour montrer qu'on arrive à une évolution à un autre moment de cette scène qui nous était montrée. Et puis on introduit une nouvelle séquence où on reprend le monologue de Danny. Donc toujours cette intrication de scènes entre elles qui s'alternent et qui à la fois sont corrélées les unes aux autres et tout ça, ce qui fait vraiment que la narration est ultra efficace et qu'elle n'a jamais de pause. Ou cette fois-ci, donc pour la première fois, on a, et peut-être la seule fois du récit, je sais plus, on a l'encadré mauve qui agit comme une case ici, où on reprend le monologue de Danny, et qui va donc permettre de pouvoir encore appuyer l'idée de changement de scène en intégrant cette fois-ci l'encadré narratif vraiment comme une case d'introduction. Et donc juste après, on voit une série de 3 cases de même taille qui vont montrer une espèce de petit balayage pour nous faire comprendre rapidement qui est ce nouveau personnage, c'est-à-dire un gardien de prison, si jamais on reconnaît le logo sur la casquette et tout, et plus le fait qu'il est sous, qu'il est alcoolique, ou alors qu'il a des angoisses qu'il essaie de digérer avec de l'alcool, et qui est donc lié à un appel téléphonique qu'il attend, quoi. Et donc après cette séquence de 3 cases de même taille, on voit une interruption par un changement de taille de case, pour donc faire évoluer ce moment en remettant un encadré narratif mauve et en faisant sonner le téléphone, qui était donc la dernière chose que l'on avait vue sur la série des 3 cases, et dont la nouvelle case prend ici le relais. En fait ici dans cette scène, il y a Danny qui fait du chantage au gardien de prison, parce qu'il est au courant de ses faiblesses. Il dit en fait je pense qu'on saura jamais de tout le récit de quelle manière il arrive à lui faire du chantage, et ça c'est intéressant de voir garder cette information, parce qu'en fin de compte l'important c'est qu'il lui fasse du chantage, et comme ce personnage de gardien de prison est très secondaire, on s'en fiche de son petit enjeu personnel, quoi. Et au fond peut-être même que si on avait dit explicitement qu'est-ce que Danny avait comme dossier sale sur le gardien de prison, ça aurait été moins fort parce qu'on serait vite tombé dans un cliché peut-être, tandis qu'ici garder un flou, tu gardes ça de l'abstraction et donc tu laisses entrer
montrer une certaine puissance en creux derrière ce chantage pour éviter de tomber dans une caricature. Même si encore une fois, il y a une idée d'essayer de faire acheter des personnages très rapidement, très efficacement, avec le fait qu'on lui montre qu'il a une femme, qui s'inquiète pour lui et tout ça. La manière dont est dessinée la sueur aussi, Gazzotti, j'aime bien comment il dessine la sueur des personnages, ça crée vraiment un lien empathique par rapport aux personnages paniqués. Enfin bref, à la fois on voit Danny qui a fini son coup de téléphone et qui est chez lui, et c'est intéressant la manière dont son appartement a été dessiné. Il est un peu en mode depuis sa fenêtre de grand méchant comme ça qui vit dans l'ombre dans un environnement extrêmement dépouillé et donc qui est uniquement focus sur son petit plan de manipulation où il n'a pas vraiment de vie normale et du quotidien et personnel quoi. Parce qu'on aurait pu ne pas du tout nous montrer son appartement, là où il habite, pour encore plus désincarner, déshumaniser le personnage. Mais là, justement, le fait d'avoir montré son appart en suggérant toutes ces choses, je trouve que c'est vraiment très très bien fait, c'est très bien vu. Et là, c'est intéressant sur la double page après, parce qu'on revient à nouveau sur un encadré narratif mauve, avec vendredi matin, 10 jours avant Thanksgiving, où c'est marrant parce que c'est typiquement une information d'encadré narratif, très typique de bande dessinée, avec 10 jours plus tard, un peu plus tard, etc., où on va donner une indication de temps très impersonnelle, ou une narration désincarnée quoi, de pure information. Mais là le fait que ce soit Danny qui se soit réapproprié ces encadrés narratifs, ça donne forcément un goût différent à quelque chose qui est pourtant très commun dans les bandes dessinées, et qui donc ici fait sens aussi parce que ça indique vendredi matin 10 jours avant Thanksgiving, qui est donc la date d'échéance pour le plot de Danny, et donc cet encadré donne à la fois une information neutre et aussi une idée d'enjeu pour le personnage de Danny. Et du coup ce truc de Thanksgiving va aussi permettre de rejoindre le sous-enjeu de la télévision qui doit être réparée à temps pour que la mère de Soda puisse voir le défilé, par rapport à l'enjeu principal qui est donc encore une fois celui de Danny. Et donc voilà, c'est encore un moyen de tresser la narration entre elles pour qu'elle semble former une sorte de tout cohérent. Et du coup dans ce strip on a de nouveau une scène de Soda qui se déshabille dans l'ascenseur, mais là comme on l'a déjà montré, encore une fois comme chaque Soda doit être considéré comme être potentiellement le premier bouquin que la personne va lire, la manière dont il va découvrir la série, il faut d'abord bien montrer la manière dont il se déshabille dans son ascenseur, et puis après dans le même album on peut le montrer de manière plus elliptique en se permettant des petits jeux graphiques un peu sympas, mais on voit qu'on garde quand même toujours cette idée de cases de séquences de même taille pour mieux faire comprendre le lien narratif étroit entre des cases, et donc ici pour aider le lecteur à mieux accepter le côté hyper elliptique qu'il y a entre ces deux cases, pour après changer le format de la case pour montrer qu'on arrive à un nouveau moment. Et du coup là Soda retrouve Danny pour partir en patrouille, et c'est marrant les phrases qu'il dit, un bon flic doit aussi pouvoir se lever tôt. Après il y a Soda qui demande des nouvelles de Benvenuto, lui il répond pas génial, il a fait plusieurs arrêts cardiaques cette nuit, avec les têtes qu'il fait à ce moment là etc, c'est parce qu'il a vraiment une tête américanoïde comme ça, les mimiques que Gazzotti lui donne en plus pour accentuer toute cette hypocrisie qu'il représente, c'est vraiment génial quoi. Du coup ils arrivent sur les quais et c'est marrant, on peut voir les petites affiches de récompense qu'on avait vues un peu plus tôt. Je les avais manquées pendant ma lecture. Et du coup Soda il veut refaire un topo de ce qui s'est passé avec Danny, donc sur le lieu du crime. Et donc là on retrouve à nouveau ce truc introduit auparavant de raconter quelque chose du passé avec les cases grises et avec ces encadrés narratifs différents. Après la différence entre cette fois-ci et la fois suivante, on voit que les cases sont différentes, sont ondulées tout ça, et c'était pas le cas la première fois où il racontait par rapport à sa sœur. Je sais pas si c'est voulu, si c'est une approximation de la part des auteurs, parce que je pense pas que c'est vraiment un sens le fait qu'il y ait une différence de cases. Donc moi je le mettrais plus sur une idée d'approximation, mais voilà, peu importe, c'est pas grave, c'est vraiment un mini détail quoi. Mais donc là il est occupé de raconter son mensonge, occupé de refaire l'histoire, et c'est marrant parce que dans son mensonge il se dessine, enfin il est dessiné avec une tête toute naïve, toute gentille, en mode oh là là je suis un gentil policier, je suis surpris. Et c'est marrant parce que la manière dont il cherche à se dépeindre et aussi montrer via un visage qu'il n'a pas en fait. Et donc la fin de la double page marque le moment où ils vont quitter la scène, donc voilà, il y a encore une fois cette manière de gérer ces différentes séquences narratives. Fin de page, fin de scène, ça va très bien. Et Soda pose des questions un peu embêtantes et donc on voit qu'il commence à être dans une perte de contrôle, où il va avoir justement une tête qu'il n'a pas habituellement, avec en plus des petits les petits traits là pour montrer un étonnement et tout ça. Et donc a priori c'est ce qui fait dire que ce visage à ce moment-là de quelqu'un qui est un peu penaud comme ça, on se dit que c'est pas un visage qui est contrôlé à ce moment-là, notamment du fait des petits traits d'exclamation. Il est pas occupé de jouer à l'acteur quoi, il est réellement occupé de paniquer. Et du coup là ils vont passer devant la prison et Danny va commencer à vouloir raconter à Soda des trucs plus personnels et donc l'amener dans son histoire. Et donc ce qui va aussi expliquer pourquoi il avait lâché son jus d'orange au moment de la nouvelle à la télé. Et donc en fait c'est donc ce truc médiatique du moment, c'est qu'il y a un nouveau gouverneur qui à des fins politiques a décidé de précipiter en gros des exécutions qui étaient prévues, et que donc en fait l'adolescent qui
qui va être le premier à y passer. Danny a enquêté sur lui, en fait il est certain qu'il est innocent. Et donc voilà, il explique que ça le ronge en gros. Et donc en fait, dans ce strip, on va avoir une mise en scène du texte qui va rappeler celui d'un encadré narratif, parce que on va nous livrer dans les cases suivantes de l'exposition d'informations comme ça, avec en plus dans les cases des images qui vont servir à illustrer ce qui est raconté, et qui sont donc différentes des images, des dessins du récit en soi. Et donc le fait qu'on ne voit pas Danny sur la première case, le fait que ces bulles soient situées en haut à chaque fois, que le fait qu'elles soient reliées entre chaque case permet bien sûr de montrer la continuité narrative très directe qui se passe entre toutes ces cases, mais aussi permet de ne pas mettre de flèches, de queue reliées à un personnage sur les bulles suivantes, et donc encore de renforcer cette idée d'encadré narratif, de narration extérieure, et qui va donc agir sur nos perceptions de lecteur, sur la nature qu'on va attribuer à ces bulles, qui vont devenir aussi bien un monologue qu'un encadré de narration. Et donc voilà, c'est assez malin d'avoir mis cette séquence-là en scène de cette manière-là pour ce moment d'exposition du récit, presque comme ça. Et puis hop, à la fin, on revient sur son visage de face, où on nous le montre bien, avec son air empathique là, où il dit « tous les recours ont été épuisés, et j'ai acquis la certitude qu'il est innocent ». Et donc on ramène tous ces enjeux médiatiques sur lui personnellement, à la fin du moment où il a fini son exposition d'histoire, quoi. Donc voilà, c'est toujours très bien fait. Et là sur la page après, c'est marrant parce que il y a Danny qui dit « n'est impuissant que celui qui l'accepte, c'est écrit dans la Bible », et puis Soda qui répond « il n'y a rien de tel dans la Bible, Danny, c'est mon livre de chevet depuis que je joue cette comédie à ma mère, mais vous avez sans doute raison ». Et là c'est intéressant parce qu'il est pris dans quelque chose de faux qu'il dit pour la première fois, qu'on peut pas forcément mettre comme une intention de mensonge, mais en tout cas comme quelqu'un qui dit quelque chose avec affirmation, c'est écrit dans la Bible, point d'exclamation, mais qui en fin de compte ne dit pas la vérité, en tout cas il a au moins tort, quoi. Et donc de nouveau cette réaction avec les exclamations autour de sa tête, et c'est intéressant parce que ça met déjà donc cet enjeu de relation avec lui, entre lui et Soda. Avec Soda, en gros, on peut pas la lui faire, et en même temps il reste toujours très flegmatique, très calme, donc c'est lui qui est dans le contrôle, parce que lui il est dans l'honnêteté, on va dire, il sait que ce qu'il dit est vrai, et donc il est pas occupé de s'embourber dans des manipulations, etc. Le fait qu'il soit dans de la sincérité, ça le place dans une position de force par rapport à Danny. Danny qui, à force de vouloir être dans le contrôle, dans la manipulation de la réalité, devient une sorte de menteur pathologique, de mythomane, quoi. Et donc finit par balancer n'importe quelle vérité comme si elle était vraie, avec conviction, et face à quelqu'un de plus renseigné ou plus malin que lui, bah ça le fait pas, quoi. Mais aussi le fait qu'ici on suggère le fait que Soda connaisse extrêmement bien la Bible, ça va être utilisé aussi plus tard dans le récit pour résoudre un problème à un moment donné, et donc encore une fois, c'est mettre un élément qui n'est jamais à une dimension, à une utilité, ça va toujours être imbriqué dans quelque chose de plus grand, et qui encore une fois permet cette narration condensée, et donc ça peut aussi apporter une sorte de satisfaction en tant que lecteur, vu qu'on se dit oh putain c'est malin, il y a ça qui répond à ça, et puis ça qui répond à ça, et qu'en termes de, ouais c'est ça, et qu'en termes de pure magie, alchimie de raconter une histoire, c'est quelque chose qui peut être assez cool, quoi. Et c'est toujours marrant, vu que dans la BD, on peut prendre le temps de détailler des scènes, tu peux mettre des petites blagues assez facilement dans des arrière-plans et tout ça, et donc sur cette case-là, on voit le photographe qui, je pense c'est un running gag de Soda, où à chaque fois il se fait agresser, casser ou voler son appareil photo. Et c'est un truc que Tom et Jory font beaucoup aussi dans Spirou, de mettre des blagues un peu partout comme ça. Et enfin bref, Soda téléphone à l'hôpital, on apprend que Benvenuto est toujours dans un état critique. Et donc on termine la page ici avec, c'est pas un cliffhanger, mais en tout cas ça aurait pas été étonnant que ce soit la dernière page d'un extrait publié dans le magazine Spirou à un moment donné, avec un petit à suivre au bas de la page à ce moment-là, vu qu'on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, il y a le policier qu'on avait vu avec le SDF qui s'adresse à Soda. Et ce qui est donc après ce moment d'exposition un moyen aussi de relancer la machine à narration, la machine à tension, la machine à enjeu. Et du coup Danny essaye de botter en touche en disant que bah non, ça correspond pas à la description que lui il a fait, donc c'est pas la peine d'y aller. Et j'aime bien de nouveau dans cette idée de masque, donc d'abord encore une fois son attitude est géniale, hein, avec son petit air trop sympa, comme il touille son petit café et tout ça. Et puis juste après le fait qu'on nous le montre avec un sourire de méchant machiavélique et qu'on cache son regard avec la bulle, donc c'est un autre moyen de cacher l'expression de son visage, de l'ensevelir sur quelque chose. Et juste après quand il commence à paniquer, c'est la première fois je pense où c'est montré le dessin avec une grosse ombre noire qui traverse son visage. Là ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment cool. Et du coup Soda et lui s'y rendent pour voir le témoin. C'est marrant cette case avec le ballon qui est occupé de voler en l'air pendant que les autres font leur truc en arrière-plan, pendant que Soda est occupé de parler à Danny. Donc encore une fois, cette représentation du temps qui est vraiment rigolote. Donc voilà, ici c'est aussi la page où on va confirmer que le gars est bien SDF. Et là on voit une attitude différente de Soda par rapport à Danny plus tard, où il va aussi réagir à la maison d'un SDF, et je pense que c'est fait exprès, où Soda lui va proposer une clope, même si comme l'autre, ça a l'air d'être un sportif, donc il veut pas fumer. Donc voilà, Soda est relativement sympa, et que le SDF faisait de l'humour par rapport au fait qu'il vive sur un banc en disant rentrez mais ne faites pas attention au désordre. Et qu'un peu plus tard, il y aura un SDF qui, suite à une course-poursuite, va se
faire bousiller justement sa maison en carton quoi. Et là il y a Danny qui va se foutre de sa gueule en disant pas de veine ici ça se trouve, elle n'était pas assurée. Alors c'est pas que Soda fait preuve d'une immense empathie envers le SDF pour lequel sa maison a été cassée, mais on voit quand même une différence d'attitude entre les deux personnages par rapport à une situation assez semblable quoi. Mais donc voilà, ici typiquement c'est un des trucs de narration de raccourci narratif très facile on va dire, où justement au moment où ils en parlent, justement, oh tiens, il y a le dealer qui apparaît juste devant eux, habillé de la bonne façon, avec ses rollers, et que c'est une espèce de coïncidence improbable. Enfin, New York c'est un peu grand quand même un quartier de New York, je suppose que c'est énorme. Et que là, tiens, le gars dont je vous parlais, le suspect, il est là, il vient d'apparaître. Et que c'est un truc sur lequel Tom va jouer dans l'album Dieu est mort ce soir, qui est uniquement basé sur des coïncidences improbables de transactions entre un billet de banque clé, qui est important de le récit, qui va passer de main en main, entre des personnages qui ont tous des liens entre eux alors qu'ils ne le savent pas, ou plus ou moins. Et donc voilà, de destins qui se croisent, de coïncidences improbables et tout ça. Et donc là, c'est vraiment un parti pris sur une histoire entière, une idée thématique, quoi. Tandis qu'ici, on se dit, bon, d'accord, il fallait raccrocher les wagons, il a fait comme il a pu. Et du coup ici l'action commence en fin de double page, comme ça permet à l'action de vraiment bien commencer sur la double page suivante, parce que en imaginant que ces deux pages qui se suivent pourtant dans l'ordre de lecture, mais qui sont pas dans un même espace visible de la distribution qui a été faite de la narration, si elles avaient été mises en vis-à-vis, il y aurait déjà eu un risque de se spoiler en avance le fait qu'il va y avoir un échange de coups de fusil, avant même qu'on ait commencé à lire le début de la double page quoi, parce que c'est des cases qui peuvent facilement attirer l'œil et tout ça, et que donc là ça crée une tension de commencer l'action à la fin de la page et de vraiment la faire démarrer à la double page suivante, et en plus ça permet d'éviter de se spoiler à l'avance quoi. Et j'aime bien ici donc du fait de nouveau de ne pas avoir mis d'onomatopée, et les coups de fusil sur le sol qu'essuie Soda là, avec la fumée, comment c'est dessiné, le blanc qui entoure le rouge, orange, ça rend vraiment trop bien, c'est trop beau. Et donc le fait sur cette page de uniquement avoir représenté les sirènes par une espèce d'effet de lumière qui est fait par la vitesse des gyrophares, et donc sans texte du tout, pour qu'on se concentre vraiment sur ces demi-arcs de cercle comme ça rend vraiment super bien, ça donne vraiment un ton particulier à la scène, avec ce truc qui se reflète dans ses lunettes qui font comme une espèce de folie qui se dégage dans son regard, de panique au moment où il aperçoit donc cette voiture, et donc aussi le flic qui l'a traumatisé. Et donc il y a une espèce de suspension dans le temps comme ça qui est faite à ce moment-là avec l'encadré narratif qui se situe quand même différemment en termes d'écoulement temporel dans notre acceptation que par rapport à un dialogue, quelque chose de plus flou, plus permissif. Et donc ce temps qui est mis en suspens aussi par le fait de multiplier les cases pour montrer une action qui est pourtant très courte, très directe, presque instantanée dans le temps. Ça renforce aussi après, bam, au passage du script suivant, l'impact de la voiture qui est fait. Et voilà, c'est vraiment une idée graphique, c'est truc de gyrophare qui rend vraiment super bien. Et qui sans ça en fait ça aurait rendu la scène beaucoup plus oubliable, alors que moi ce truc là ça m'a vraiment marqué quoi. Enfin bref, ils entament la course poursuite avec le dealer qui s'accroche à une voiture pour aller plus vite sur l'autoroute. Et c'est intéressant, un truc dans cette course poursuite, c'est qu'on va montrer que Soda est un flic bien plus aguerri, donc c'est une course poursuite très d'Ortiari, très cowboyesque, mais que donc Soda est bien plus aguerri en tant que policier et plus dans son élément que ne l'est Danny. On voit Soda occupé de faire des cascades, tandis que Danny il est presque méconnaissable à quel point il a une tête paniquée en fait, quand on compare aux scènes où il est en mode chillax, et ça rejoint un truc qui sera dit plus loin où Danny dit à Soda que le costume de policier c'est qu'un costume justement, et que c'est qu'un rôle qu'ils sont occupés de jouer parce que c'est pas ce qu'ils sont réellement. Et c'est un des trucs sur lesquels Danny se trompe, parce que même si Soda vit dans des idées de mensonges, de double identité et tout ça, il est vraiment dans son élément quand il est flic, contrairement à Danny qui n'est policier que par prétexte du pouvoir que ça lui accorde quoi. Et que donc c'est quelque chose qui est aussi mis en scène, raconté dans la manière dont ils arrivent tous les deux à gérer cette course poursuite. Mais du coup voilà, ici on a la scène d'action principale de l'album, et voilà, c'est une double page qui est vraiment très joliment gérée. Et c'est vrai que moi, dans mes analyses de scènes d'action de la bande dessinée, je me suis focus quasiment uniquement, voire uniquement sur des plus petits formats que de la 4, donc via le manga ou encore le comics dans mes analyses de baston. Et c'est vrai que le format va beaucoup jouer sur la manière dont on va devoir gérer sa narration, notamment donc dans les scènes d'action, avec le fait que dans la 4, il y a plus de place pour mettre plus d'informations, et donc il y a aussi une autre gestion, par exemple, de la manière dont le lecteur risque de se spoiler à l'avance des cases qui sont plus loin dans la narration, dans l'espace de la page qui va être plus loin dans la lecture. D'autant que je précise ça parce que les scènes d'action, les cases d'action, justement, c'est des cases qui peuvent facilement attirer l'œil avant même qu'on arrive dessus dans notre ordre de lecture linéaire. Et donc voilà, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Et ici, notamment, on voit qu'une des manières de suppléer à ça, même que ce soit inconscient ou non, mais c'est de mettre des cases assez petites quand même dans cette double page, avec quelque chose qui est très découpé. Et aussi, rien qui va vraiment dénoter en termes de couleur ou de représentation de lieu ou d'action ou quoi. Sur l'ensemble de cette double page, il y a quelque chose d'assez uniforme qui se passe, sauf justement sur la toute première case où c'est une grosse voiture rouge bien voyante, mais le reste c'est le plus uniforme, ce qui va donc
atténuer le risque que l'œil soit attiré trop loin dans la lecture et qu'il se spoil à l'avance, quoi. Même si encore une fois c'est pas quelque chose de dramatique ou quoi, que ça se passe, ça fait partie du processus de lecture, c'est comme ça. Mais du coup l'autre effet aussi de mettre beaucoup de cases, de très découper l'action et aussi de mettre assez peu de texte, ça va aussi accentuer l'impression d'une lecture rythmée, parce qu'on va beaucoup passer d'un compartiment à l'autre dans notre lecture, donc on va vite beaucoup bouger dans des nouveaux moments de narration, d'action et tout ça, et ce qui va donc accompagner ce rythme de course-poursuite effréné, quoi. Mais contrairement à cette page de Black Sad qui avait pour but à la base, selon le dire des auteurs, de vouloir montrer quelque chose de très rapide, de très effréné via l'utilisation de plein de petites cases, et qui avait eu au contraire comme effet inverse de donner un effet de ralenti, parce que justement une même séquence rapide mais très courte dans sa temporalité était trop découpée, tandis qu'ici chaque nouvelle case fait quand même suffisamment avancer l'action et la temporalité pour ne pas donner une impression de ralenti et de quelque chose qui va dilater l'action, dilater la temporalité. Donc on voit que ce n'est pas juste le nombre de cases ou ce qui est représenté dedans qui est important, et où le rythme de lecture c'est tout ça à la fois qui va créer un effet ensemble, quoi. Mais donc ici, pour dire vite fait, on voit la manière dont le format des cases est utilisé pour accompagner l'action, avec donc cette double page qui est introduite de nouveau par cette idée de longue case qui prend toute la largeur d'un strip, où on va nous montrer une idée de pleine vitesse. Et après sur le troisième strip de la page, le moment où il dit que le conducteur est en train de ralentir parce qu'il a aperçu qu'il y avait des flics derrière lui et qu'il y avait un gars qui était accroché à sa voiture, et ben tout d'un coup on va mettre une case qui est verticale pour accompagner cette idée de quelque chose qui va moins vers l'avant, donc de perte de vitesse. Et puis le long de cette longue case verticale, on arrive sur un découpage en deux strips très divisés pour appuyer sur le fait qu'on n'est plus sur un truc de pure prise de vitesse, mais plutôt ici pour valoriser le fait que le rollerman est occupé de faire une action qui est extrêmement technique et qu'il faut donc prendre le temps de détailler, quoi. Et puis hop, on repasse sur une longue case horizontale où cette fois-ci on va mettre la voiture qui était à pleine vitesse qui freine soudainement en la mettant qui est sur le point de sortir du cadre sur la droite, tandis que le dealer lui il part dans le sens inverse de la lecture, donc vers la gauche, alors que jusque là la course-poursuite allait de gauche vers la droite, donc dans le sens de la lecture pour mieux indiquer une idée d'avancée. Mais du coup un truc intéressant ici aussi c'est que même si le dealer opère une marche arrière, va du côté opposé par rapport au flic, déjà à partir de la case qui précède, le dernier strip, les auteurs l'ont quand même mis dirigé vers la droite, avec la voiture qui va attraper aussi, pour pouvoir mieux opérer ensuite l'inversion de plan et l'inversion de côté des deux poursuivants, et donc renforcer cet effet d'inversion et de surprise à ce moment-là à la dernière case, quoi. Révéler ce que le dealer a vraiment fait pleinement, seulement sur la dernière case, en nous le faisant comprendre vraiment bien grâce à l'inversion de sens. Donc c'est assez intéressant comme manière de ménager son effet, et en même temps pouvoir accompagner pleinement de manière fluide l'action technique du dealer à travers les différentes cases, parce que s'il a l'air vers la gauche déjà à ce moment-là, on n'aurait pas accompagné le changement de case de manière aussi fluide, de manière aussi bien. Et du coup sur la page de droite on revient sur une action plus découpée, parce qu'au lieu d'une idée de pleine vitesse montrée par une longue case qui prend la largeur d'un strip, ici au contraire on va montrer quelque chose qui va venir essayer de casser la vitesse en termes d'action représentée. Et puis on revient sur une idée de strip vertical, ce qui permet de nouveau remontrer un plan vu du dessus pour montrer l'action que la voiture vient de faire, quoi, avec les traces de freinage, et donc de la mettre aussi en parallèle par rapport à l'autre case verticale pour montrer qu'il va repartir dans le sens inverse pour repoursuivre le dealer. Et là c'est intéressant à côté d'avoir mis de nouveau 3 cases horizontales avec d'abord un plan de face et puis un plan de dos qui je trouve va bien accompagner cette idée d'avancer tout droit. Et contrairement justement à la deuxième case de cette double page qui je trouve cassait un peu l'idée de vitesse à cause du plan montré sur la voiture, et en plus le fait que il y a une espèce de fixité qui est accentuée à cause du police dégagé, de la main qui est mise devant, et qui casse l'idée qu'il passe à côté de la voiture normalement en une seconde et que basta, il la voit plus, quoi. À cause du plan utilisé, pas du format de la case, qui a une idée de ralentissement qui est fait, qui casse donc l'impression de vitesse, et qui donc fonctionne pas trop, je trouve que ça dessert le propos de la course-poursuite sur cette case. Tandis qu'ici, il y a vraiment une idée de contexte et de mise en place qui est différente, vu que le premier plan qui désaccentue l'idée de vitesse, le plan de face, il est placé pour montrer le redémarrage de Soda, et puis hop, après inversion de plan avec la voiture qui est beaucoup plus éloignée pour montrer la prise de vitesse. Et aussi, je trouve que le fait que ces cases horizontales soient placées dans une triple succession, et en plus le long d'une case verticale, va accentuer, je pense, l'impression de passage de case à case pendant la lecture, et donc accompagner ainsi l'idée de dynamisme qui se passe ici, quoi. Voilà en gros une idée de mise en page qui va appuyer sur la conscientisation de passage de case à case. Ça va accompagner l'idée de dynamisme de la scène et de changement de plan qui s'opère au sein de ces cases, quoi. Enfin, je trouve. Et du coup, à la fin, sur le dernier strip, le dealer repart dans l'autre sens pour de nouveau les minder, et donc là, hop, il freine depuis la gauche pour aller vers la droite, et là c'est marrant parce que, donc pour nous montrer à nouveau une inversion de sens, mais pour après nous le mettre de nouveau qui saute
saute de droite vers la gauche pour de nouveau nous inciter à cette idée de fuite. Et donc c'est intéressant cette gestion. Et c'est pour ça que c'est intéressant sur les cases du dessus qui précédaient de nous avoir d'abord montré 2 fois un plan de la voiture seule de face et de dos, donc qui n'allait ni vers la gauche ni vers la droite, pour après seulement nous le réintroduire à la fin de ce strip vertical, où la voiture est toujours montrée de face, mais où le dealer commence à réapparaître sur la droite, donc dans une idée de course-poursuite plus rapprochée qui reprend. Comme ça échappait à la sémantique en gros de sens de fuite, sens de poursuite, sens de lecture, etc. pour pouvoir mieux nous le réintroduire au moment clé de la fin de cette double page, quoi. Donc ça c'est vraiment très bien fait, c'est très intéressant. Voilà, une double page avec plein de petites subtilités, vraiment c'est mené d'une main de maître, quoi. Enfin bref, en fin de compte, le dealer il saute du pont et on profite du fait de tourner la page pour faire un cliffhanger et une ellipse. Vu qu'ici, quand on vient sur la nouvelle page, il y a Danny et Soda qui sont occupés de constater ce qui s'est passé, c'est-à-dire le dealer il a atterri sur la maison en carton du SDF, ce qui a amorti sa chute, quoi. Et du coup, après Soda il va rentrer chez lui et on revoit de nouveau cette image de l'ascenseur qui est ici encore plus elliptique et qui donc ici se résume à une seule case mais qui est toujours mise dans ce même format de case allongée verticale. Je sais pas si c'est fait exprès pour renforcer le lien entre ces différents moments de déshabillage de l'ascenseur ou si c'est juste que mécaniquement la cabine d'ascenseur, la position de Soda, etc. va pousser les auteurs à faire ce format de case dédié, sans forcément devoir réfléchir plus loin, y mettre une intention. Avec aussi dans l'ascenseur cette idée qu'il y a un miroir et donc qui rejoint la thématique du double, je suppose, de Danny comme reflet inversé de Soda. Mais bref, ici il y a une séquence intéressante parce que Danny va faire en sorte de pouvoir entrer chez Soda, donc dans son intimité, dans son appartement, en lui ramenant son chapeau de pasteur qu'il avait oublié de la voiture. Donc on imagine bien que c'est Danny qui l'a caché exprès pour que Soda l'oublie. Et donc ça permet notamment ici de remettre cette thématique du mensonge de manière assez intéressante, je trouve, où Danny se fait passer pour le flic du quartier, qui est serviable et tout ça. Et donc de Soda ici qui va jouer pleinement son rôle de pasteur vu qu'il y a sa maman, quoi. Et c'est marrant parce que la mère elle l'invite directement à manger Danny en disant vous avez l'air si gentil, et aussi le chat qui déteste Soda, ils ont une relation de haine tous les deux. Le chat il est directement hyper câlin envers Danny et tout, et donc c'est marrant ce côté de la mère et du chat qui sont directement conquis par le personnage qu'il incarne. Et donc Danny dans tout son petit jeu de manipulation, il fait genre qu'on doit lui arracher des infos, etc. alors qu'il est là pour uniquement parler de son enjeu du gamin qui doit être exécuté. Donc voilà, c'est pour bouleverser la mère de Soda sur des infos horribles de quelqu'un d'innocent qui va être tué. Et donc pour faire de ces enjeux personnels à Danny un enjeu personnel aussi à Soda du coup. Et en termes d'ellipse de la conversation, c'est assez intéressant parce que entre cette page-ci et la page suivante, il y a une continuité très directe dans le dialogue, mais qui peut en même temps être acceptée comme ayant eu un long temps de pause entre les deux, donc il y a quelque chose d'assez bien fait dans la manière dont les deux parties du dialogue sont ramenées. Mais il y a quand même quelque chose de très direct, avec une énorme ellipse qui s'est passée en fait, parce que à la fin de la page ici, ils étaient juste installés dans le divan, et puis sur la page suivante, ils sont occupés de manger, quoi. Donc c'est encore une fois l'idée de tourner la page qui permet de mettre une abstraction dans la tête du lecteur, et donc qui permet une plus grande permissivité dans ce qu'on peut faire dans les transitions narratives. Et donc voilà, c'est encore une fois une gestion de l'espace qui est vraiment très bien faite dans cet album-ci. Et un truc intéressant par rapport à ce que je dis sur la gestion de l'espace, c'est qu'il y a des exemples qui montrent à quel point aussi ça peut être optionnel. Où il y a un exemple ici où c'est Lucky Luke, le tome La Diligence. Et je sais plus si c'est Benoît Peters ou Thierry Grunstein qui avait appuyé ce truc-là. Mais donc c'est marrant parce que comme Soda, on voit ici qu'il y a un dîner qui est fait. Et donc dans chaque case, il va y avoir un morceau de monologue, de dialogue, qui vont plus ou moins être décorrélés les uns aux autres, mais qui vont quand même s'enchaîner directement dans l'ordre de lecture et qui donc vont quand même sembler former un tout de conversation de dîner. Mais donc bref, sur la première case, on voit l'aubergiste qui les accueille. Puis hop, ils sont tous installés à la table directement et l'aubergiste va les servir. Ensuite, strip suivant, il y a le prêtre qui est dégoûté par le repas. Case suivante, tout le monde a déjà mangé, le gars de la diligence il est occupé de se resservir. Et puis hop, sur la case d'après, il est occupé de fumer son cigare d'après repas en étant dehors en regardant la pluie, quoi. Et donc voilà, il y a une espèce de magie ici qui s'opère, je trouve, en termes d'expédition du repas et qui pourtant fonctionne très bien pendant la lecture. Et personnellement, en tout cas, ça m'avait jamais choqué avant qu'on me le pointe du doigt. Donc il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien ici et qui se passe assez bien justement de tout ce truc de gestion de la page pour valoriser forcément des propos narratifs, etc. C'est un beau contre-exemple, je trouve. Mais bref, voilà, ce moment du dîner, qui partait donc d'un moment de complicité entre les deux personnages, va en fin de compte se terminer en manipulation pas forcément très subtile, avec des trucs très appuyés, seul un prêtre peut encore quelque chose pour lui, Lady, bonne nuit. Et en fin de compte, on sait plus aussi où est la vérité là-dedans, au moment où il y a la mère qui lui touche le bras, et que donc il dit qu'il y a une vieille blessure qui se réveille. On sait pas à quel point il a cherché à créer aussi ce moment-là pour justement, encore une fois, pousser
poussé vers de l'empathie, ou si c'est un bon hasard duquel il a profité, enfin bref. Comme tout est trouble avec ce perso, on sait plus forcément où se retrouver nous-mêmes. Et aussi, je trouve ça intéressant que, en fait, il y a très peu de personnages qui interagissent avec la mère de Soda, qui est donc encore une fois quelqu'un de très isolé, qui reste chez elle et tout, et que Soda préserve beaucoup aussi, vu qu'en plus, toutes les relations de Soda, c'est des relations de flics, donc il y a à peu près jamais aucun autre personnage secondaire qui va parler à la mère, et donc ici, il y a vraiment, ça renforce encore davantage cette idée d'intrusion dans l'intimité de quelque chose de laquelle d'habitude les personnages n'entrent pas, quoi. Et donc bref, fin de page, il y a Danny qui s'en va, en ouvrant pour la première fois l'œil depuis l'arrivée de l'appartement, ce qui montre aussi à quel point il révèle ses intentions aussi à ce moment-là. Mais donc, page en vis-à-vis, ce qui permet donc de montrer cette fois-ci Soda qui est sorti, et donc on comprend ici que Soda aussi commence à avoir de la suspicion par rapport à Danny, et donc il a été revérifié des infos sur le cas, où Danny avait dit qu'il faisait noir à ce moment-là, et que donc on ne voyait pas la prison au loin, alors qu'ici, au contraire, la prison elle est complètement allumée. Et si on revient vraiment au tout début de l'album, on peut voir effectivement qu'il n'y a jamais eu de plan qui nous était montré sur la prison qui était au loin pendant la confrontation avec les dealers. Et donc voilà, c'était une information qui nous était maintenue cachée, quoi. Et du coup ici on retrouve aussi ce moment de flashback avec les cases un peu déformées, le gris, et aussi donc l'encadré narratif qui est ici introduit sur la toute première case de la page, où je suppose que c'est la parole de Soda qui est mise à ce moment-là. Donc voilà, c'est un type d'encadré narratif qui est à recontextualiser à chaque fois selon le contexte pour savoir à qui la parole est rattachée, quoi. Tandis que l'encadré mauve dans cet album c'est vraiment uniquement dédié à Danny. Et c'est toujours très bien fait aussi en termes encore une fois de gestion de distribution de l'espace, avec la première case qui est très longue et sur le troisième strip aussi. Et donc ça montre d'abord Soda de face à droite, et puis hop, on montre le vis-à-vis, le plan inversé avec Soda à gauche et qui est de dos occupé de constater la prison. Et avec au milieu le flashback qui est bien distribué en 4 cases égales pour encore accentuer son moment narratif très précis. Et avec le dernier strip qui montre une troisième séquence narrative dans cette page, qui elle aura une distribution de l'espace qui sera aussi très différente des deux autres. Et donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien à ce niveau-là, en termes de pure géométrie presque comme ça. Et donc Soda retrouve sa mère qui fait une insomnie, alors qu'encore une fois c'est quelqu'un qui était très préservé jusque-là. Et donc voilà, Soda, il est dans cette merde, il est impliqué, quoi. C'est devenu personnel. Et du coup ici on est le lendemain, on est dans l'hôpital avec Benvenuto et sa vieille tante. Et donc avant on nous donnait la date avec l'encadré narratif, et donc ici c'est fait avec le calendrier. Et c'est vrai que comme on nous a pas donné une seule fois dans l'album, je pense, la date précise de Thanksgiving, moi j'étais un peu perdu à ce moment-là en me disant ça représente quoi exactement, et en fait donc c'est le 23 novembre cette fête là, et donc ici on est le 21, et il faut avoir je pense l'info pour bien comprendre en termes d'échéance qui est montrée. Et j'aime bien toujours aussi le fait de nous montrer Soda entièrement de dos ici par rapport à la tante qui elle est montrée bien de face avec son visage très triste et tout ça, et Soda il y a une espèce de truc qui est contenu toujours chez lui du coup. Et mais contrairement à Danny qui lui porte un masque, ici le fait de montrer de dos Soda avec la manière dont il retire le papier du calendrier, la manière en fait dont est montré les lignes de mouvement, je trouve quelque chose qui fonctionne bien dans le geste qui est montré ici, qui encore une fois donc comme c'est de l'image fixe, on garde une espèce de souplesse dans l'interprétation qu'on peut en avoir, et donc aussi de souplesse de différentes réalités possibles pour cette image et qui donc coexistent en même temps. Et donc voilà la manière dont est dessinées les lignes de mouvement ici. On peut y voir peut-être une sorte de tremblement de la main, de colère contenue aussi. Il y a différentes choses que je trouve qui se passent, qui fonctionnent bien avec des tout petits détails, hein, mais il y a quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Parfois c'est dur de mettre des mots précis dessus parce que c'est la BD en soi qui communique le mieux ce qu'elle a communiqué, et donc mettre des mots dessus c'est déjà en partie dévoyer sa puissance, son propos narratif, etc., quoi. Mais bref, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne bien ici dans le fait de montrer aussi Soda complément de dos, et qui, au contraire de Danny, qui va dégager lui de l'hypocrisie dans son masque, ici, le fait de ne pas montrer l'émotion, ça dégage au contraire davantage une puissance dramatique, quoi. Et donc ici il retrouve Danny, et c'est marrant parce que comme avec le chocolat qu'il avait sorti avec Benvenuto, ici Danny il avait jamais fumé de tout le long, et hop il sort sa petite clope, il sort son petit paquet de cigarettes à ce moment là pour encore une fois être dans la mimique, dans l'imitation de l'autre, parce qu'il a pas de personnalité propre et que encore une fois il voit les gens comme des caricatures, et donc il va les caricaturer aussi dans la manière dont il va essayer de sympathiser avec eux. Donc voilà, ici la clope comme facilitateur social, quoi. Mais voilà, il est occupé de tousser et tout ça parce qu'il a pas l'habitude du coup. Et comme d'hab, les attitudes elles sont vraiment magnifiques, ça fonctionne trop bien. Et c'est toujours marrant la manière dont elle gérait la bouche par rapport à quand elle parle. Je pense que la BD elle valorise particulièrement bien les clopeurs, les attitudes avec les cigarettes, avec le côté image fixe qui renforce le côté iconique d'une pause, avec le fait de pouvoir parler très librement alors que t'as une clope en bouche, ou même que t'es occupé d'allumer ta clope à ce moment là et tout ça pendant que tu parles. Et du coup Danny il va ici exposer son plan à Soda, et donc il veut sauver le gamin qui a été condamné, donc Christopher Kodish, en faisant infiltrer Soda en tant que pasteur que Kodish veut voir pour se confesser une dernière fois avant de mourir. Et donc ça, plus la complicité du gardien qu'on avait vu, à qui Danny avait passé un coup de téléphone, ça permettrait de pouvoir faire évader le gamin. Et puis Danny dit qu'il disparaîtrait avec lui dans la nature pour
pour ne jamais être retrouvé. Et donc je vais vous lire une partie du dialogue. Je n'ai jamais été prêtre, Clearwater, vous le savez bien, alors à quoi bon ce cirque? Pour l'amour du ciel, Soda, cessons ce petit jeu, vous et moi. Nous sommes de la même trope, vous me comprenez très bien. Cet uniforme que nous portons n'est qu'un sordide camouflage. Est-ce pour épargner son cœur ou parce que vous avez honte que vous cachez la vérité à votre mère? Regardez autour de vous, Soda. Des hyènes, des cloportes en complet 3 pièces se nourrissent un système qui ne fait plus rêver que les simples d'esprit scotchés à leur TV show quotidien pendant qu'on exécute des mineurs d'âge pour les rassurer sur le fonctionnement de la justice. La maison brûle, David. Je ne suis que flic, j'éteins les incendies, ce n'est pas moi qui les ai allumés. Et donc ici, il y a Danny qui rejoint un peu son discours qu'il disait au début d'album sur l'hypocrisie et tout ça, mais il y met en plus une idée de pyramide sociale et donc d'injustice des puissants sur les plus démunis. Et donc ça, il le dira plus tard, mais on peut le comprendre ici déjà, c'est pour flatter le sens de la justice de Soda, et que donc à ce moment-là, Danny, même s'il dit que bon, il est temps d'être honnête, il croit toujours pas ce qu'il dit, il est toujours dans la manipulation. Et ce qui est intéressant dans le plot de Danny, c'est que il va se servir du fait que Soda est un menteur professionnel pour s'en servir comme une force, donc ce qu'il fait lui-même au quotidien, quoi. Et donc le fait que l'identité mensongère de Soda soit au centre de son plan, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et du coup, Soda lui dit que son souci, c'est que il a menti par rapport à l'éclairage de la prison lors de son rapport. Mais après, le soir même, je suppose, il y a Danny qui lui téléphone pour lui dire qu'en fait, il y avait une panne de courant dans la prison ce soir-là et que donc c'est vérifiable, c'est dans les journaux, etc. Et c'est intéressant, cet enjeu qui est réglé de manière aussi simple, au point où on peut se demander pourquoi en fait ça avait été mis en place à la base. D'autant plus que sur la case où Soda lui dit ce truc à propos de la prison, on voit Danny avec une vraie tête paniquée, comme s'il était effectivement pris dans son mensonge, alors qu'apparemment c'était pas le cas, quoi. Et donc c'est peut-être un truc pour encore mettre en place cette espèce de flou, d'ambiguïté constante qu'il y a dans le rapport à la réalité et au mensonge dans cet album-ci, où Danny il s'embourbe tellement dans des histoires qu'en fin de compte il sait même plus ce qui est vrai et faux de la réalité, ce qui peut donc être aussi mis en parallèle par rapport à son compas moral qui est complètement dysfonctionnel, je sais pas trop comment dire ça, mais du coup voilà, c'est intéressant que même quand il dit la vérité, il est même plus sûr que c'est vraiment le cas, quoi. Mais du coup on tourne la page, on est le 22 novembre, donc le jour d'avant Thanksgiving, et que ça soit cette page ou d'autres qui étaient avant. Depuis le dîner avec Danny, il y a une espèce de lourdeur qui a réussi à s'installer, je trouve, dans le récit. En mode, c'est serious business, on arrête de faire les petites blagues et tout ça, quoi. Et ça fonctionne vraiment bien en termes de ton qui est donné, de quelque chose qui se dégage dans la lecture. Et ici, la séquence de cases est vraiment belle, je trouve. Et donc, avec le fait de garder les cases muettes, entre guillemets, comme par exemple lors de la séquence de l'hôpital avec Benvenuto, qui est donc bien dans Soda pour mettre une intensité dramatique. Et donc, avec du texte qui est uniquement mis via le monologue de Danny dans les encadrés mauves. Et le fait de les avoir placés uniquement à droite, ces encadrés, je sais pas exactement pourquoi ça a été fait, mais ça rend vraiment super bien, ça donne encore davantage de personnalité à cette page. Peut-être que c'était aussi pour mettre un peu de variété par rapport aux autres pages où il y avait uniquement aussi des encadrés narratifs mauves, et donc pour la démarquer, quoi. Et voilà, en termes d'ambiance de nuit, de la ville, avec sur la 4ème case où il y a plus uniquement des effets de lumière qui sont mis et tout, il y a plein de choses de dessin qui se passent et qui sont vraiment superbes, quoi. C'est vraiment magnifique. Et je trouve ça intéressant d'avoir de nouveau utilisé une série de longues cases horizontales pour introduire cette nouvelle séquence importante. Et après, quand elle sera terminée, la nouvelle séquence qui suit sera elle aussi de nouveau introduite de cette manière-là. Et j'avais déjà parlé par exemple dans Berserk, la manière dont on pouvait ponctuer ces moments narratifs par des mises en page qui vont se démarquer, et donc en le faisant répéter à différents moments clés du récit. Et donc c'est aussi fait ici, et c'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment un bon système, je trouve. Et dans cette alchimie, il y a aussi la manière dont le texte va ponctuer aussi chaque image avec « grâce à mon nouvel ami », un peu idéaliste, hop, case suivante avec ce vraiment très beau plan de Soda, un peu naïf, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien ici. Et du coup, sur la page de droite, on réintroduit d'abord la page avec uniquement des cases sans texte, pour mettre une continuité, et après réintroduire du texte. Et donc c'est intéressant, c'est que dans la BD, comme tu prends aussi la narration par bloc plus large que ce que tu es occupé de lire, en tant que lecteur, on voit directement qu'à gauche, il y a les encadrés narratifs mauves uniquement, et qu'à droite on a uniquement des bulles de dialogue, et donc on comprend leur différence du premier coup d'œil à ce niveau là, mais en même temps il y a une continuité qui est mise par le fait de mettre des cases muettes qui se rejoignent entre les deux pages, quoi. Et donc c'est aussi intéressant de se dire comment des auteurs vont aussi pouvoir gérer des intentions narratives en prenant en compte le fait que le lecteur va pouvoir aussi les prendre de manière plus large, plus globale, en dehors donc d'une idée de lecture linéaire, et c'est quelque chose qui est vraiment un des aspects hyper intéressants dans la narration de bande dessinée. Et donc ici on retrouve le gardien qui Danny fait du chantage, et je sais pas s'il fait exprès de le mettre uniquement sur la droite, de des plans qui vont accentuer son idée d'angoisse en mettant quelque chose de très resserré sur lui. Mais bon voilà, je sais même pas si ça a forcément un effet ou quoi, mais voilà, bref. Mais donc son collègue, lui, il est en mode méfiant parce qu'il est pas dans le coup. Et la manière dont est rythmé son dialogue et tout, et avec l'utilisation des guillemets aussi, avec d'abord le révérend qui est mis entre guillemets pour montrer son idée de doute sur l'identité de Soda, de son interlocuteur, et puis des guillemets pour montrer qu'on est dans une citation vu qu'il est occupé de réciter un verset de la Bible. Voilà, c'est intéressant que ces deux guillemets différents
différents en termes d'intention se retrouvent dans un même dialogue. Mais bon bref, la manière dont est découpé son dialogue, qui est introduit par une parole qui est écrite en plus grand, donc qui est plus forte et qui est aussi conclue de cette manière-là. En termes de pression, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Et qu'en plus ces deux phrases-là sont très courtes, se terminent toutes les deux de la même manière par le révérend entre guillemets. Il y a quelque chose qui fonctionne bien en termes de pression qui est mis sur Soda, je trouve. Et c'est rigolo aussi le fait comme il parle à travers le haut-parleur du guichet là, le fait que sur sa première parole, la queue de la bulle soit mise sur le haut-parleur, alors que sur les deux bulles du gardien d'avant, bah elle est mise directement sur le gars, alors que lui aussi parle à travers le haut-parleur, quoi. Et donc c'est rigolo parce qu'il y a une espèce d'interruption qui se fait aussi de la manière dont la bulle est mise en scène au moment où il y a l'enjeu de tension qui est installé, quoi. Mais donc voilà, bref, Soda, on lui la fait pas. Comme c'était suggéré auparavant, il connaît très bien sa Bible, il connaît très bien le good book, et il va même faire du zèle en rajoutant des infos un peu inutiles. Donc sur la page d'après, là c'est marrant parce que donc il est vraiment entré dans la prison, et donc il y a le gardien Ripou qui lui dit « Alors, vous êtes un vrai prêtre ? Autant que vous, un vrai gardien, je suppose. » Et donc voilà, c'est marrant, toujours dans cette thématique de gens qui jouent des rôles, etc. Et qu'il y a une espèce de pique de la part de Soda, où il y a une espèce de jugement sur le gardien qui est corrompu, qui fait mal son travail. Et que donc, vu qu'il ne remplit pas bien son rôle, il n'est pas plus un vrai gardien que Soda n'est un vrai prêtre, quoi. Et vu qu'on arrive sur lui, bah aussi, Christopher est lui-même dans une idée de rôle qu'on lui a apposé, et qu'il n'est pourtant pas, c'est-à-dire quelqu'un qui, selon la loi américaine, mériterait la chaise électrique. Et ça, j'avais déjà dit, hein, le fait qu'il soit noir, quand on connaît un peu toutes les injustices qui existent au niveau des Afro-Américains qu'on met en prison, bah, le personnage de Christopher sert aussi donc cette thématique de la déshumanisation par la caricature, par le fait de se servir de gens comme des outils, lui en l'occurrence un outil électoral, etc. etc. quoi. Mais donc voilà, Soda il y est, et donc comme l'autre gardien avait dit, bah, Christopher il a été drogué aux médicaments, et donc voilà, c'est vraiment des cases, des pages qui sont vraiment très serious business, aussi bien dans ce qu'il a raconté que de la manière dont c'est dessiné. Il y a une espèce de quelque chose de tangible dans la manière dont il montre qu'il recrache les médicaments, de la manière dont la bave est dessinée, de la gravité dans la manière dont le dialogue est montré avec Christopher, on déménage. Bref, même si la situation est un peu délirante, en mode on fait entrer un faux prêtre pour faire échapper aussi simplement, entre guillemets, un mec condamné à la chaise électrique, même s'il y a quelque chose de presque un peu absurde dans ce qui est raconté, il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour nous faire ressentir ça comme un vrai moment de quelque chose qui est tangible, de quelque chose qui est réaliste. Et du coup, comme il y a quelqu'un qui fait sa patrouille, il y a Soda et Christopher qui doivent se planquer. Et oui, donc c'est pas la chaise électrique, hein, apparemment, c'est quand on leur insère de la saloperie dans une seringue, hein, je pense, quand c'est sur des lits comme ça. Et voilà, le côté horrible de ce lieu, avec l'ombre hyper grande qui est mise à ce moment-là sur cette case et tout. Enfin, encore une fois, c'est vraiment trop beau. Et donc, comme j'avais dit plus tôt, il y a de nouveau ici cette idée de regarder quelque chose à travers un écran, où c'est vraiment super sordide, hein. Déjà de base, bon, les exécutions c'est quelque chose d'horrible, mais en plus le fait que tu puisses y participer, où ça ressemble à une petite salle de cinéma. Il y a pas longtemps j'avais vu David de Sidney Lumet, où il y a une des scènes les plus marquantes à ce niveau-là, je trouve. C'était assez horrible à regarder. Mais bref, juste après on va commencer à nous faire comprendre que Soda en fait il a un plan, et que donc il est pas occupé de suivre parfaitement ce que lui fait faire Danny, qu'il est pas dupe, parce que je suppose qu'il s'est renseigné avant du coup où était enfermé le dealer. Mais de nouveau ici, en plus c'est à nouveau lié au même personnage qui était apparu comme par magie au bon moment, quelques scènes plus tôt. Et ici, hop, il est en prison. On sait pas pourquoi il est en prison, il n'y a aucun moment l'information qui nous a été donnée qu'il a effectivement été chopé après la course-poursuite. Et que donc, je sais pas si c'est des ratés de scénario ou quoi, mais par exemple à cause du manque de place, de pouvoir développer un peu plus. Mais il y a quelque chose un peu bizarre qui se passe à ce moment-là, quoi, vu que ça n'a absolument pas été préparé. Mais bref, là, Soda, on comprend qu'il va lui demander des informations par rapport à Danny. Et c'est intéressant la manière dont est fait la transition entre la page de gauche et de droite, avec les deux cases qui sont une vue sur ses jumelles, et qui sont intéressantes aussi dans la manière dont ça replace Danny comme un observateur extérieur, comme le grand marionnettiste. Et donc là, Soda, il est occupé de nager avec Christopher complètement drogué, et donc Danny qui l'attend sur un cargo poubelle, comme ça, un cargo décharge. Et vu que c'est à cet endroit-là que va être la conclusion du personnage de Danny, et qu'il était introduit en disant « je suis une ordure », je sais pas s'il y a un lien qui est fait exprès, sans doute, de l'ordure à la poubelle, quoi. Avec comme d'habitude le soin qui est mis en termes d'ambiance, en termes de précision du dessin, avec le bateau, la fumée qui s'en dégage, les mouettes qui sont attirées par la saleté et tout ça. Et ici c'est marrant parce que je pense qu'on a le seul endroit où il y a un élément qui va déborder de la case, et notamment je parlais du fait de la représentation de l'action dans des pages A4, mais donc aussi la représentation de l'action de la BD franco-belge où ils arrivent à te faire des séquences vraiment très cool en termes d'intensité d'action et tout, mais parfois sans du tout faire déborder un élément de la case, ou même en mettant des cases uniquement bien carrées et tout ça, donc pas des cases en oblique. Bref, de beaucoup de trucs qu'on peut retrouver dans les mangas ou les comics, mais dont ici certains auteurs héritiers ou qui s'ancrent dans la BD franco-belge classique se passent complètement, et qui pourtant arrivent quand même à nous délivrer des trucs extrêmement cool en termes de représentation de l'action. Mais donc ici c'est marrant parce qu'il y a la bouée qui dépasse, mais elle est quand même coupée comme si elle était dans une case, donc c'est assez rigolo la
manière dont c'est utilisé, où on va faire dépasser cet élément pour renforcer cette idée qu'il est jeté en dehors du bateau et donc il sort d'un espace, donc à la fois celui du cargo et à la fois celui de la case, mais on va quand même couper cet élément qui déborde, comme s'il était dans une case, et je pense que c'est un truc que j'avais jamais vu avant, c'est assez rigolo. Et donc ça se permet une mise en scène d'éléments qui débordent de la case, mais en maintenant cette idée de sobriété dans la mise en scène, quoi. Donc c'est intéressant comme compromis, on va dire. Et donc ici il y a le monologue de Danny qui fonctionne particulièrement bien, et Christopher par ici. Là, respire un bon coup, tu l'as bien mérité. Relève-toi, Codish, fais face à ton destin. Lève-toi, Christopher, lève-toi donc. Lève-toi et meurs. Ça fonctionne vraiment bien. Et donc voilà, il a cité le titre de l'album, le fameux mème de Peter Griffin. Et c'est intéressant ce truc-là parce que les titres de Soda, c'est toujours ou à peu près des citations de la Bible, mais dévoyées, transformées en un peu autre chose. Et donc ce qui montre déjà cette idée de dualité entre le prêtre et le flic. Et parfois même la couverture, par exemple, de Dieu est mort ce soir, qui est sublime, avec donc qui sont dans les tirs de sniper, mais qui ressemble en même temps à une scène biblique de punition divine qui vient du ciel. Et donc il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans cette double représentation entre flic à New York et la Bible. Et donc ici, le fait qu'à la place de lève-toi et marche, ça soit lève-toi et meurs. Et donc au lieu d'un acte de guérison, comme dans la Bible, ici bah, c'est un acte de tuerie. Et donc aussi le fait que ce soit Danny qui dit cette phrase-là, ça le positionne encore une fois dans cette idée de personne toute puissante, de personne qui ici est comparée à Dieu littéralement, en termes de contrôle du destin, en termes de contrôle des événements, et en termes aussi de décider qui a droit de vie ou de mort, que c'est même pas le gouvernement américain qui l'avait condamné à mort, Christopher, que lui il a eu juste qu'à le faire libérer pour pouvoir délivrer la punition par lui-même, alors qu'en plus il sait que Christopher est innocent, quoi. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant, cette utilisation du titre qui est faite d'Osoda et qui ici est littéralement mise et citée au sein de l'album par l'antagoniste principal, par celui qui a le contrôle de la narration. C'était vraiment cool, je trouve. Mais comme on l'avait déjà suggéré plus tôt, Soda il avait enlevé le gilet pare-balles du gardien, et donc ici il l'avait mis sur Christopher. Bon, il fallait pas que Danny lui tire dans la tête, sinon le plan se serait mal déroulé, mais et voilà, les choses sont bien faites, il lui a tiré dans le torse. Et c'est intéressant donc du coup en termes de transition, parce que donc ici il dit lève-toi et meurs, bam, il lui tire dessus, et Christopher est hors champ. Et puis après on tourne la page, et Danny dit toujours debout, avale ça encore Codish. Et donc là il recommence à lui tirer dessus. Et donc le fait que sur la case précédente ça se déroule hors champ, ça permet encore de nous faire mieux accepter le fait que après Danny a en fait constaté que Codish était encore debout. Et donc ici encore une fois le fait de faire tourner la page qui nous permet une sorte d'abstraction, parce qu'on nous a pas montré Christopher qui se relevait ni quoi que ce soit suite au premier coup de feu, et que donc ici on tourne la page et Danny est déjà dans le constat de quelque chose qui nous avait pas été montré, et donc il nous dit qu'est-ce qui s'est passé grâce à son dialogue et par le fait qu'il retire à nouveau. Et c'est comme ça que l'information nous est donnée. Mais voilà, c'est à nouveau de l'abstraction narrative qui est assez étonnante et qui pourtant fonctionne vraiment bien. Et puis donc il y a Soda qui continue la symbolique de la télévision, qui représente donc Benvenuto, en faisant une espèce de vengeance par procuration, donc en jetant cette télévision cassée sur Danny. Et donc voilà, ici aussi on a une scène où Soda est occupé de papoter, de faire des actions très directes, tout en, encore une fois, en discutant et en délivrant son petit monologue de victoire. Et du coup, ici, Soda nous explique la résolution de l'intrigue, quoi. Accumuler les exécutions d'innocents ne ressuscitera pas votre sœur. Il m'a fallu plus de temps pour fouiller votre passé que celui de Codish, mais quelle découverte. Un meurtre parfait dans chaque ville où vous avez séjourné. Aucun lien apparent, sauf pour l'informatique, qui a fini par détecter une étrange ressemblance avec le portrait robot du violeur de Johan Clearwater en 84. Manipulation, chantage, tous les moyens sont bons, pas vrai? Jusqu'à laisser Ballesteros se faire lacérer à mort pour prendre sa place et obtenir ma confiance et ma complicité. Pour parvenir à exécuter vous-même Codish avant la justice, le patineur me l'a confirmé. Un chef-d'œuvre, Codish et moi mort, même un psychiatre s'y serait perdu. Mais vous avez échoué doublement. Chris O'Codish a obtenu, voici une heure, la grâce présidentielle. Vous voyez, je suis moins naïf que vous ne le pensiez. Même si vous aviez raison sur un point, je suis idéaliste. Assez pour ne pas vous abattre là comme un chien. Malgré ce que vous avez fait à Benvenuto. Et donc là on voit que du coup, Soda n'était pas parti complètement en vrille. Il continue de collaborer avec la police qui était dans le coup depuis le début. Et je trouve ça intéressant qu'il dit je suis moins naïf que vous ne le pensiez parce qu'il avait compris la manipulation de Danny. Mais donc c'est presque comme s'il avait lu dans ses pensées parce que Danny avait littéralement dit peu de temps avant que Soda était un naïf, quoi. Mais que du coup ici on comprend aussi que Danny, quand il avait expliqué par rapport au fait qu'il se sentait impuissant quand il était gamin par rapport à ce que sa sœur subissait, on comprend donc que c'était pas juste un mensonge et de la manipulation, et que donc il est rentré dans une espèce de truc psychotique, je sais pas comment décrire ça, de faire une espèce de vengeance par procuration de sa sœur. Et c'est vrai que la résolution de l'intrigue, c'est pas le point fort je trouve de cet album-ci. Je trouve que toute la construction, enfin moi j'adore cet album, j'adore cette histoire et tout, mais je trouve que tout le développement qui est fait avant donc cette page 46
est plus intéressant que la résolution en soi de l'enquête, entre guillemets. Même si ça reste intéressant aussi en termes de discours qu'a Danny, de sa vision sur la société, et donc de réduire des gens à des rôles, des caricatures, de les déshumaniser, et notamment donc dans cette idée de reprise de contrôle de quelque chose face auquel il a été impuissant, et donc de pousser ça jusqu'au point de faire justice lui-même en abattant des innocents, quoi. Mais il faut bien admettre qu'entre les trucs bizarres avec le dealer qui apparaît soudainement et qui puis est en prison sans aucune explication, le fait que Soda était en collaboration avec les flics dès le départ et donc avait déjà expliqué son plan par rapport à Clearwater, alors on se demande mais pourquoi alors du coup il entre de manière illégale dans la prison? Pourquoi est-ce que les gardiens n'étaient pas au courant? Ouais bon, peut-être parce que du coup la taupe qu'a Danny sur place aurait pu révéler tout le plan de Soda à l'avance à Danny et tout ça, mais bon c'était pas une suffisamment bonne raison pour mettre en danger à ce point-là Christopher, quoi. À aucun moment t'as Soda qui explique son super plan de se faire passer pour un prêtre pour rentrer dans la prison et puis s'enfuir à travers le fleuve avec Christopher dans ses bras complètement drogué. À aucun moment il y a la hiérarchie qui entend ça et qui dit d'accord, ok, bah on fait ça, très bien, très bon plan. Et donc voilà, c'est une histoire, je trouve qu'il y a des problèmes, mais peu importe en vrai qu'il y ait des côtés bancals, parce que je trouve que elle reste assez unique en son genre et vraiment super cool à lire, super cool de la manière dont les thématiques sont abordées et tout ça, et que ces différentes faiblesses, en vrai je pardonne ça largement au scénario parce que il y a tellement de force ailleurs que c'est pas un souci pour moi. La cohérence scénaristique et l'intrigue ficelée sans faille jusqu'au bout, c'est pas forcément un critère ultime en termes de trouver une œuvre qualitative ou non, quoi. Mais c'est vrai que ce personnage du dealer qui va à l'encontre de tous les plans de Danny sans presque qu'il y ait de justification pour nous amener à ça, c'est intéressant quand même si on recontextualise ça par rapport au fait que Danny est dans une idée de contrôle constant de la narration, des événements qui se passent, et tandis qu'il y a ce dealer, cet électron libre avec son look de punk, qui vient foutre en l'air ses plans plusieurs fois, d'une manière qui va à l'encontre de toute bienséance de scénario, quoi. Et ça, c'est en vrai, c'est assez intéressant vu de cette manière-là. Une espèce d'élément chaotique qui va à l'encontre du mastermind qui joue aux échecs en ayant 12 coups d'avance et tout ça. Et là, non, bah il y a juste ce mec qui débarque sans justification et c'est un tout faire foirer. Mais enfin bref, on arrive sur cette page de droite, qui est très belle dans la manière dont elle est amenée progressivement, donc comme je disais, par les cases horizontales, par le fait aussi que donc ces cases s'agrandissent de plus en plus, en même temps que l'ouverture se fait donc sur ce fond noir avec la porte qui s'ouvre, c'est vraiment très très beau, très élégant. Et du coup Soda qui a été récupéré un petit fusible sur la télévision qu'il avait lancé sur la gueule de Danny, dès qu'il rentre, il reprend son truc d'essayer de réparer la télévision, et donc ça renforce aussi cette thématique de plutôt que de voir Danny et Soda comme deux équivalents, ici au contraire c'est mis dans une idée de plutôt de pure opposition, vu qu'au lieu de lève-toi et meurs, ici il y a au contraire un lève-toi et marche, qui représente donc une idée symbolique de tentative de guérison sur Benvenuto. Et donc voilà, on passe au dernier strip de la double page, ce qui permet d'opérer la transition pour dire qu'on est le lendemain. C'est le jour de Thanksgiving, quel horrible mot à dire, j'ai trop du mal. Et on va appuyer sur le bouton pour voir si la télévision fonctionne finalement dans un petit cliffhanger de fin de page. Clic. Dernière page du récit, la télé fonctionne, et du coup ce qu'ils disent à la télé c'est que le gros ballon de la police de New York en fait s'est échappé, il y a genre ces fils qui se sont cassés ou un truc comme ça, et donc voilà c'est ce gros policier sympathique, toujours dans cette idée d'image caricaturale de quelque chose, de représentation fantasmée comme l'étaient les publicités au début de l'album, et donc ici aussi de symbolique par rapport à Benvenuto qui comme ils le disent juste après à la télé est mort de ses blessures pendant la nuit, et donc voilà le ballon qui part au ciel comme Benvenuto, et en plus à la fin la télévision qui en fin de compte remeurt, et donc voilà, on a à nouveau cette idée de cadran de rythme cardiaque qui en fin de compte s'étend. Mais voilà, Soda, de la même manière qu'il n'a pas abattu Danny, qu'il n'a pas perpétré un cycle de vengeance, ici on voit qu'il va devoir être dans l'acceptation de la perte de contrôle justement, et de devoir faire le deuil de son ami, quoi. À l'inverse de Danny qui lui n'a jamais fait le deuil par rapport à sa sœur. Et c'est marrant parce que moi je me souviens que la première fois que j'avais lu ça, donc il y a très longtemps, comme à la fin il parle de Christopher et tout ça, avant que la télévision ne s'éteigne, et que donc il y a un gros plan angoissé sur Soda, mais aussi parce qu'il apprend que son ami est mort. Mais moi je pensais aussi qu'il y avait un enjeu de, si la télé avait continué de fonctionner, ils auraient fini par dire peut-être le nom de Soda, vu qu'il est très lié à Christopher et à ce qui s'est passé, et que peut-être qu'ils en auraient parlé à la télé, et que donc ça aurait été un truc qui aurait révélé à la mère la véritable activité de Soda. Et donc voilà, ça fonctionne vraiment bien aussi, l'alternance qui est mise à ce moment-là sur la bulle jaune de la télévision, qui tout d'un coup devient un texte sans contour du tout, au moment où Soda apprend la mort de son ami. Ça fonctionne bien en termes d'impact émotionnel que reçoit Soda à ce moment-là. Et du coup, en fin de compte, comme la télévision est cassée, Soda amène sa mère voir le défilé, et donc ça termine sur un plan de la télévision
décision qui a été jetée à la poubelle, avec l'année suivante, un tribunal a prononcé la peine capitale contre Danny E. Clearwater, malgré les protestations de la défense contre ce qu'elle a appelé la manipulation du jury par les médias. Et donc voilà, c'est une fin un peu crue, comme ça, que ce soit en termes d'image que ce qui est dit, où on voit que l'avocat de Danny a utilisé également le discours que lui avait au début d'album, en disant qu'on est dans le mensonge, on est dans la manipulation, ici donc des médias, de la télévision. Mais voilà, il y a toujours cette idée de œil pour œil, dent pour dent dans la justice américaine, avec Danny qui est condamné à mort en fin de compte, et que c'est un peu ça la justice qui est faite à la fin de cet album. Et donc il n'y a aucun moment aussi la question de la peine capitale, de l'enjeu moral et de société que ça représente, qu'à partir du moment où on condamne quelqu'un qui mérite d'être condamné, entre guillemets, de quelqu'un qui a effectivement fait les faits qu'on lui reproche, la peine capitale est justifiée, donc il y a un peu comme cette idée qui ressort de cet album-là. En tout cas, c'est ce qui ressort dans le fait que la question n'est pas posée, quoi. Et que Danny, à la fin, c'est lui qui est condamné à la chaise. Et que ça rejoint ce truc que Christopher avait reçu en fin de compte la grâce présidentielle, et donc il avait été absous par l'État, alors qu'à la base, son exécution avait été notamment accélérée pour des raisons cyniques de campagne politique, etc. Mais en fin de compte, contrairement au discours de Danny qui dit que la maison brûle, ici ça montre que tout n'est pas que cynisme et qu'on peut croire encore aux institutions du coup. Et donc il y a une idée de on ne peut pas faire justice soi-même, mais à partir du moment où ce sont les institutions qui décident de vie ou de mort sur des citoyens, là il y a une légitimité qui est mise en place et qui n'est jamais remise en question. Au contraire de la justice personnelle que perpétrait Danny. Parce que ce soit dans le cas de Danny ou de l'État, les deux condamnaient à mort à la base un Afro-Américain, un noir innocent quoi. Et donc il y a une espèce d'idée de racisme qui est quand même perpétrée à travers ça. Et l'un est un racisme systémique et l'autre un racisme réduit à un niveau individuel quoi. Et je pense que c'est pas par hasard que Christopher soit noir dans le récit, même si il n'y a aucun discours qui va être développé autour de ça. Il y a quand même, rien que l'existence, rien que ce choix-là, scénaristique, est quand même pas mal évocateur, quoi. Mais du coup, voilà, pour aller vers la conclusion, ce personnage de Soda, qui n'est donc pas le bébé adoptif du scénariste, de Tom, contrairement à Spyro et Fantasio, son garçon Lagafali, quoi. Il cristallise vraiment bien cette obsession, cette thématique qui intéresse Tom, de tension d'un personnage qui doit avoir ses côtés vertueux et à la fois ses côtés sombres, du pasteur et du flic, et ce que peut-être, au fond, si on veut vraiment pousser le truc, au fond, Spyro... c'est un flic et un pasteur à la fois, quoi. C'est un bon père la morale. Et en même temps, enfin, flic en tout cas, tel qu'il est dans les films d'action. Cet homme d'action qui agit pour remettre les gens dans le droit chemin, dans la justice, etc., quoi. Et que, comme dit Marie dans ce tome, parfois les prières ne suffisent pas. Et donc voilà, c'est cette dualité au sein des personnages de Tom, à la fois en tant que personnage de sa psychologie et à la fois en tant que représentant d'un mouvement de bande dessinée qui est la BD franco-belge classique de Dupuis. Et que aussi bien la figure de Dorothy Harry que la figure du Boy Scout à la Spirou, c'est quelque chose que Tom a dû se réapproprier à un moment donné et aussi le faire évoluer avec son temps et donc avoir une réflexion sur le long terme de la manière dont il a accompagné ces personnages qui ont traversé les époques, quoi. Et donc c'est vraiment hyper intéressant. Parce qu'il le fait aussi d'une manière qui n'est pas lourde, qui ne prend pas le pas sur le récit comme une espèce de priorité méta et qu'il y a une idée quand même de récit qui passe avant tout et à travers lequel il va explorer ses thématiques et ses différents enjeux qu'il a avec ce genre de personnages. Mais toujours, encore une fois, en racontant des bonnes histoires et donc ça c'est vraiment cool parce que c'est pas un récit qui prend constamment du recul sur lui-même de manière lourde, je trouve, dans les histoires de Tom. Il arrive vraiment à trouver cet équilibre entre profondeur et fun, quoi. Contrairement par exemple au Wanted de Mathieu Bonhomme, donc de son deuxième reprise de Lucky Luke, qui justement c'est tout ce que veut faire Tom, mais de manière lourdingue et tellement lourdingue que ça devient un peu ridicule, quoi. En tant qu'objet qui se veut une auto-réflexion, une subversion d'un personnage de héros franco-belge classique et tout ça. Et pour moi, ça c'est vraiment un album qui est raté à ce niveau-là. Et donc, pour explorer cette dualité, Tom n'hésite pas à y introduire de la politique directement. Alors, ce qui avait bien sûr déjà été fait avec le dictateur et le champignon et tout ça, avant Tom. Mais voilà, il a aussi pris le flambeau de cette mouvance-là pour mieux prendre le problème et les thématiques à bras-le-corps, quoi. Et notamment via Soda, en le plaçant ambigu par rapport à la vertu morale et politique qu'on devrait attendre d'un héros. Et de la même manière que dans Résurrection, il a vraiment poussé les trucs à fond dans cette idée de politiser son récit, de rendre son récit sombre et tout ça. Chose qui a d'ailleurs complètement été effacée dans le tout dernier tome qui est sorti, où on est revenu dans une période pré-11 septembre et donc les tours jumelles sont réapparues, etc. Et ça c'est super
marrant parce que Tom avait voulu faire entrer Soda dans le 21e siècle, en parlant donc du 11 septembre et d'une histoire qui tourne beaucoup autour du complot et tout ça, et maintenant que Tom est décédé, les tours jumelles sont réapparues, et donc il y a vraiment, je trouve que cette idée de complot, elle fonctionne super bien en mode, non, ça n'a jamais existé, le 11 septembre ça n'a jamais existé, hein, non, on est revenu en arrière, l'album Résurrection qui devait avoir une suite qui terminait sur un gros cliffhanger, ça ne sortira pas, on a annulé, l'album n'est plus vendu sur le site de Dupuis, il n'est plus présenté dans les fascicules de promo, parce qu'il n'a pas été réédité en grand format comme les autres tomes d'avant. Enfin bref, c'est vraiment mettant Staline sur les photos, quoi. Hop, ça n'a jamais existé. À la place, on revient dans les années 80 ou je sais pas quoi, avec des récits très personnels, à très petite échelle, directement sur Soda, et on arrête de s'interroger et de prendre en compte des enjeux, des contextes, de placer Soda dans des problématiques beaucoup plus structurelles et plus grandes que lui, quoi. Ça a été coupé court apparemment. Tout le travail de conscientisation et d'évolution de Tom dans l'utilisation d'un personnage comme Soda, comme Dirty Harry et tout ça, quoi. Le fait que tout ça se fasse via l'album complotiste de Tom, il y a une espèce d'ironie là-dedans que je trouve pas mal, mais pas forcément dans le bon sens, d'autant que j'ai pas aimé l'album en question, mais bon, bref. Mais bon, comme je disais, c'est une manière de Tom de vouloir pousser à fond sa réflexion, ses concepts et tout ça dans ses albums. C'était quelque chose qui s'était aussi retrouvé dans Machine qui rêve, dans cette longue réflexion qu'il a eu à travers Spyro Fantasio, d'aborder des thèmes tabous, d'aborder des thèmes compliqués, de désenchanter un peu le monde de Spyro et Fantasio, que ce soit par le dessin de Jean-Ry ou ses scénarios, pour l'ancrer dans quelque chose de plus réaliste, un peu plus cru. Et notamment, donc encore une fois, en y instaurant des thématiques comme le sexe, la dépression du sidekick et tout ça. Et bah Machine qui rêve, c'était un peu le summum, l'apogée de tout ça, dans cette expérimentation, dans cette réflexion. Et c'est vraiment dommage de pas avoir laissé, encore une fois, c'est le regret de beaucoup de gens, de pas avoir laissé Tom continuer, parce que, je sais pas si vous aviez déjà vu les quelques pages de Spyro à Cuba, qu'on peut voir sur internet, qui était donc de l'album qui devait suivre Machine qui rêve, où il y avait une espèce de retour en arrière, et par rapport à cette radicalité qu'il y avait dans Machine qui rêve, en termes de dessin et peut-être de ton aussi, ça on saura jamais trop. Mais donc dans cet album de Spyro à Cuba, on était revenu dans un compromis entre ce dessin plus réaliste et le dessin plus cartoonesque qu'il y avait avant, de Jory. Et donc voilà, c'est cette recherche de dosage que Tom et Jory auraient pu continuer d'expérimenter, d'essayer de trouver. Et voilà, encore une fois, ces quelques pages de Spyro à Cuba, elles sont magnifiques, elles donnent trop envie, Zorglob, il est trop classe dedans. Et c'est vraiment ces albums avortés qui ne sortiront jamais et qui resteront à jamais des fantasmes, quoi. Et c'est vraiment triste. C'est comme cet album de Sfar et de Blin, de Corto Maltese, ça donnait trop envie, ça avait l'air trop bien. Enfin bref. Je vais m'arrêter là. Cette vidéo était compliqué à faire pour moi parce que je l'ai commencé au mois d'août et après j'ai commencé mon boulot en fast-food là dans lequel je suis actuellement et j'ai plus du tout trouvé d'énergie pour finir la vidéo alors que les 3 quarts étaient faits. Mais voilà, je l'ai terminé. Si je trouve le courage de faire d'autres vidéos pendant que j'ai ce boulot à côté, ce sera des vidéos beaucoup moins longues que ça, ou plus écrites, d'être un truc carré de 10 minutes maximum, où je m'éparpille pas parce que ça c'est vraiment trop fatigant pour moi. Mais voilà, si vous voulez quand même me soutenir dans mon travail, si la vidéo vous a plu, j'ai un Patreon, mais sinon j'ai aussi ouvert le système d'abonnement payant sur YouTube, où vous pouvez vous abonner à ma chaîne en échange d'émoticônes, et donc plus il y aura d'abonnés, plus on pourra débloquer d'émoticônes, et ce sera sympa, que vous pouvez utiliser dans l'espace commentaire, et aussi dans les chats, quand vous regardez des YouTube live. Et à mon avis, je vais essayer de voir pour lancer quelques lives de temps en temps, de dessins, de parlantes autour de découpage de BD, tout ça. Donc si ça vous intéresse, tenez-vous au courant là-dessus, je ferai des news, que ce soit ici ou sur Twitter. Et voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo sur Soda, c'est une BD qui me tient à cœur, c'est un scénariste qui me tient à cœur, pour toutes les raisons que j'ai évoquées là pendant presque 2 heures. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Salut!